Bonjour à tous, bienvenue pour ce premier exposé de 2018, je crois. Oui. Donc on en aura encore deux autres après celui-ci sur l'égyptologie et puis sur Gaïa, en mars et mai respectivement. Donc aujourd'hui, Stéphane de Tournai va vous parler des ondes gravitationnelles, qui est, je suppose que vous le savez, un sujet devenu fort à la mode depuis les quelques détections de ces dernières années. Stéphane est chercheur qualifié du FNRS au service de physique mathématique. Et je ne vais pas faire une présentation plus longue parce que je pense que beaucoup d'entre vous le connaissent. Donc je passe la parole à Stéphane, et simplement je voulais signaler que Stéphane a demandé de changer l'auditoire parce que il va essayer d'enregistrer la conférence, et que cet auditoire-ci est équipé d'un matériel d'enregistrement. C'est ce qui explique le changement de dernière minute. Merci, bonne conférence. Ouais, en principe, ça fonctionne. En principe, je suis enregistré pour l'instant. Donc on pourra m'entendre, on ne pourra pas forcément vous entendre si vous posez des questions. On a besoin d'un micro, quoi? Vous m'entendez sans micro? Un micro. Ok. Bon, voilà. Je voulais remercier tout d'abord donc Alain pour l'invitation à parler donc aujourd'hui. Et donc ce que je vais vous raconter aujourd'hui, c'est une histoire en fait qui a commencé il y a en fait 1,3 milliard d'années. Donc cette histoire dont je vais vous parler, elle a commencé quand la vie sur Terre venait à peine de passer à l'état multicellulaire, donc l'état unicellulaire à multicellulaire. Et en fait, un tournant de cette histoire, un tournant crucial en tout cas de notre point de vue, s'est joué en fait il y a 2 ans et demi. Donc le 14 septembre 2015 a été observé sur Terre à 2 reprises, à 2 endroits différents et à 10 millisecondes d'intervalle, un signal d'un type nouveau qui n'avait en fait encore jamais été observé sur Terre. Ce signal, ce sont les ondes gravitationnelles. Alors à quoi ressemble ce signal? Ce signal, on le voit ici. Donc on voit ici une légère vibration qui augmente en fréquence et en amplitude jusqu'à atteindre un pic et qui s'évanouit doucement. Donc cette vibration a d'abord été observée à Livingston, dans l'État de Louisiane aux États-Unis, et puis exactement le même signal a été observé 10 millisecondes plus tard, à 3000 km de là, à Hanford, dans l'État de Washington. Alors évidemment, on va prendre un peu de temps aujourd'hui pour essayer de comprendre ce que représente ce signal, ce dont il a été témoin et pourquoi il est important. Et ce qui est important, c'est que ce signal, l'amplitude de ce signal est vraiment extrêmement faible. Donc on donnera des ordres de grandeur un peu plus tard ici. Mais ce signal, bien que d'intensité infime et quasiment imperceptible, en fait s'est révélé être le témoin d'un des événements les plus gargantuesques que renferme notre univers. Un événement qui s'est produit donc il y a 1,3 milliard d'années dans une galaxie extrêmement lointaine. Alors, quel est ce phénomène? Ce phénomène, c'est la fusion de 2 trous noirs. Alors, ce qui s'est passé il y a 1,3 milliard d'années dans une galaxie lointaine, ce qui se trouvait à 1,3 milliard d'années-lumière, donc c'est-à-dire 1 milliard de fois plus loin que l'étoile la plus proche de la Terre, c'est la fusion de 2 trous noirs. En fait, ce qui s'est passé, c'est que 2 trous noirs, des objets qui avaient un diamètre d'environ une centaine de kilomètres et qui étaient 30 fois plus massifs que le Soleil, donc on voit ici, ont commencé à spiraler l'un autour de l'autre, dans une espèce de danse frénétique, en accélérant, et en bout de course, la vitesse qu'ils atteignaient chacun était environ la moitié de la vitesse de la lumière. On voit ici tourner l'un autour de l'autre, jusqu'à leur collision et leur fusion finale, en un seul trou noir. Au cours de ce phénomène, strictement aucune lumière ne peut être observée sur Terre. On n'a rien vu, on était complètement aveugle à ce phénomène. La seule manifestation et la seule trace de ce phénomène était sous une autre forme. Alors cette forme, ce sont les fameuses ondes gravitationnelles. Donc ces ondes gravitationnelles ont été émises tout au long du phénomène, jusqu'au moment où les trous noirs ont fusionné, avec un pic d'intensité, avec une puissance émise qui était 50 fois plus grande que la lumière et que la puissance émise par toutes les étoiles de l'univers visible. Ces ondes, ensuite, ont voyagé à travers l'univers, sans être perturbées, jusqu'à arriver 1,3 milliard d'années plus tard, sur la Terre, où elles ont causé une petite déformation, évidemment beaucoup moins importante que celle-ci. Donc voilà, ça c'était la fusion. Comment est-ce que ce signal a pu être observé? Grâce à ceci.
Donc cet outil, il s'appelle LIGO. Alors LIGO, c'est une des plus fabuleuses aventures humaines en ce qui concerne la science. LIGO, c'est l'acronyme de Laser Interferometer Gravitational Wave Observatory. Donc c'est une expérience, donc c'est un outil en fait qui a été développé, dont le développement a commencé il y a 40 ans, et qui a impliqué, donc c'est vraiment une aventure humaine gigantesque, qui a impliqué plus de 1200 scientifiques, 100 institutions et 18 pays différents. Donc parmi ces 100 institutions, il y a l'ULB. Le grand jeu, c'est essayer de retrouver où se trouve l'ULB ici. J'ai trouvé après 4h30. Voilà, donc c'est vraiment une expérience humaine fabuleuse, et qui de plus, vous l'avez sans doute entendu parler, a valu à 3 de ses architectes, ces 3 architectes principaux, le prix Nobel en octobre 2017 pour une découverte qui a fait trembler le monde, d'après le communiqué de l'Académie royale des sciences. Donc ces 3 personnages, donc j'y reviendrai au fin de l'exposé, parce que l'histoire qui a mené à ce prix Nobel est assez intéressante et assez rocambolesque, et donc il y a Rainer Weiss qui s'est vu attribuer la moitié du prix, et ensuite Barry Barish et Kip Thorne qui ont chacun reçu un quart du prix. Alors, donc notre mission pour aujourd'hui, si vous êtes toujours prêts, toujours prêts de partir si ça vous fait peur, ça va être notre ambition et notre objectif va être multiple en fait. Alors la première chose, ça va être d'essayer de comprendre les objets et les phénomènes impliqués dans cette découverte. Donc d'abord, la nature des objets impliqués, donc les trous noirs qui sont à l'origine du phénomène qu'on a observé, donc c'est à l'origine de cette émission d'ondes gravitationnelles, et c'est de comprendre quelle est la nature de ce signal, que sont ces fameuses ondes gravitationnelles qui ont été observées, et surtout comment on a pu les détecter. Finalement, à la fin de l'exposé, je commenterai un peu sur la raison pour laquelle cette découverte est vraiment importante, et en quoi elle ouvre une nouvelle ère pour l'astronomie gravitationnelle. Et pourquoi ça justifiait de dépenser $1 milliard sur ce cas. J'imagine que là ce matin, c'est que j'ai pas besoin de convaincre que c'est important de dépenser de l'argent en science. Voilà, donc la première partie de l'exposé, ça va être donc consacrée à donc 2 choses, et essayer de comprendre et d'essayer de décrire de manière pas trop détaillée non plus, parce qu'on n'a pas toute la journée, ce que sont les trous noirs et les ondes gravitationnelles, qui sont pour beaucoup, et en tout cas pour moi, 2 prédictions les plus célèbres de la théorie de la relativité générale d'Einstein. Alors en fait, je vais d'abord, pour commencer l'exposé, je vais juste prendre ça comme prétexte pour faire une petite digression, un peu replacer la théorie de la relativité générale d'Einstein dans un contexte plus général. Et le contexte plus général, ce sont les théories de la relativité. Donc j'ai essayé de voir ce qui a amené Einstein en fait d'abord à élaborer la théorie de la relativité générale. Alors pour commencer, on va commencer par se plonger dans les théories de la relativité, et comme vous le savez tous, le père de la relativité, c'est... Eh ben non, c'est Galilée. Et donc, voilà, ça c'est ma petite blague à chaque fois. Donc c'est une très bonne question qui va poursuivre. Moi je me suis moi-même fait avoir. Donc, effectivement, la relativité, c'est l'idée qui date en fait du XVIIe siècle, et avec laquelle en fait on est tous assez familiers de la vie de tous les jours et de nos cours d'école secondaire. Donc la relativité galiléenne, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit un certain nombre de choses. Elle nous dit d'abord une chose, c'est que les lois de la physique sont les mêmes pour des observateurs se déplaçant à vitesse constante l'un par rapport à l'autre, et aucune expérience physique ne permet de mettre en évidence une vitesse absolue. Alors ça évidemment c'est quelque chose avec lequel on est assez familier. Il y a plusieurs expériences qu'on peut faire. La dernière fois j'ai fait la même expérience. Si vous êtes assis dans votre jardin avec un pot de popcorn devant vous, vous regardez votre pot de popcorn. Je réponds à un autre truc, parce que pot de popcorn c'est dur à dire. Donc un pot de glace, on va dire, un pot de glace devant vous, et vous le regardez, et il se passe rien, votre repos, le pot de glace il fond, etc. Et c'est super. Là, on fait la même expérience dans un train. Vous êtes assis dans un train qui roule à vitesse constante, vous avez votre pot de glace devant vous, ils se comportent exactement de la même manière que quand vous étiez assis au repos dans votre jardin. Tout ça pour dire qu'en fait, vous ne pouvez absolument pas distinguer une situation où vous vous déplacez à vitesse constante, ou quelle que soit la vitesse constante d'ailleurs, ou quand vous êtes au repos. Évidemment, comment est-ce que vous allez pouvoir détecter que vous êtes dans le train? Mais si le train commence à freiner, s'il commence à y avoir des chaos, donc si le train commence à tourner, s'il commence à y avoir des secousses, là vous allez voir votre pot de glace, il va partir dans tous les sens, vous allez en mettre partout. Mais ça évidemment c'est possible que s'il y a une accélération. Okay, donc si vous vous déplacez à vitesse constante, vous êtes incapable de déterminer si vous vous déplacez à 30 km/h ou à 4 milliards de km/h.
donc 1 milliard de kilomètres, c'est pas possible. Alors évidemment, on est tous familiers avec cette expérience, vous avez tous sûrement, tout le monde a déjà eu cette petite impression, donc vous êtes assis dans un train, vous êtes à quai, et le train va se mettre à démarrer, et vous dites, ah mais qu'est-ce qui se passe, le quai est en train de reculer. Enfin je sais pas, moi en tout cas ça m'est arrivé, je suis seul dans la salle. Et donc en fait, parce que simplement, vous, si le déplacement se fait sans secousse, vous êtes incapable de déterminer si c'est le quai qui va à une vitesse 3 km/h en arrière, ou si c'est vous qui avez une vitesse de 3 km/h en avant. Donc j'aime bien utiliser cette petite image. Dommage à mon papa qui adore Tintin, et moi je lis Tintin à mes enfants aussi, s'ils adorent ça. On a ici évidemment les Dupont qui sont dans une Jeep qui se déplace, je sais pas moi, à 30 km/h, ils sont dépassés par un bolide qui va à 120 km/h, et ils voient la voiture dépasser, ils ont l'impression qu'ils sont en repos, ils sont incapables de distinguer est-ce que je vais à 30 km/h et la voiture va à 120, ou est-ce que moi je suis au repos et la voiture va à 90 km/h. Ils sont incapables de faire la différence, donc ils ont l'impression qu'ils sont en repos, ils descendent de leur voiture, ils se cassent la figure, etc. Voilà, donc relativité galiléenne, c'est quelque chose qui est assez intuitif, et qui est facile à croire finalement, parce que c'est quelque chose qu'on expérimente plus ou moins tous les jours. Alors la relativité galiléenne, c'est aussi une chose, c'est qu'elle prescrit la loi d'addition des vitesses. La loi d'addition des vitesses, de nouveau, c'est quelque chose qui est assez intuitif. Si vous êtes sur le trottoir et vous regardez une voiture qui passe, il y a un joueur de baseball qui lance une balle. Si la voiture va à 50 km/h et que le lanceur de baseball lance la balle à 90 km/h, vous allez voir la balle se déplacer à 50 plus 90, donc 140 km/h. Logique, la loi d'addition des vitesses. Alors ça, s'il semble parfaitement en accord avec notre intuition sur le mouvement des corps, la loi d'addition des vitesses, malheureusement, en fait, cette loi est fausse. Voilà. Cette loi est fausse, en fait, pour être plus précis, en fait, cette loi est incomplète. Alors, pour comprendre en quoi cette loi est fausse et en fait incomplète, il faut quand même rendre à Galilée ce qui est à Galilée. Il faudra un bond en fait de 250 ans en avant. Alors, 250 ans plus tard, Maxwell a établi les équations du champ électromagnétique. Alors, la forme des équations n'est pas très importante, mais ce qui est important, c'est que les équations de Maxwell décrivent la propagation de la lumière. Les équations de Maxwell établissent une chose, c'est que la lumière se propage à une certaine vitesse, qui est 300 000 km par seconde, donc environ 1 milliard de km/h. Et ce qui est important, c'est que dans les équations de Maxwell, cette vitesse, c'est une vitesse absolue, qui est complètement indépendante de l'observateur. Quel que soit l'observateur qui mesure la vitesse de la lumière, cette vitesse sera toujours de 300 000 km par seconde. Alors Einstein, quand il était assez âgé pour comprendre ce genre de choses, c'est-à-dire il doit avoir 14 ans, enfin non, peut-être un peu plus vieux, mais donc il était assez précoce, Einstein est en fait troublé par cette contradiction manifeste entre les lois du mouvement de Galilée. Alors pourquoi est-ce que c'est une contradiction? C'est simplement parce que si je refais l'expérience que j'ai faite précédemment, alors au lieu d'avoir un joueur de baseball qui lance une balle, on a un joueur de baseball qui allume une lampe torche. Pour moi qui suis resté sur le trottoir, si je regarde le faisceau lumineux de quelqu'un qui allume une lampe torche sur une voiture qui avance à 100 km/h, je devrais voir, d'après la loi d'addition des vitesses, la lumière qui va à 100 km/h plus 300 000 km par seconde. Or, les équations de Maxwell nous disent que ce n'est pas le cas. Donc Einstein est très troublé par cette contradiction, et Einstein, en fait, les contradictions sont un peu les choses qui ont guidé Einstein durant une bonne partie de sa carrière scientifique. Et en fait, Einstein c'était un expérimentateur. Donc, ce n'était pas un expérimentateur au sens où on l'entend qui était des tableaux blancs, qui faisait des manifs avec des pipettes ou faisait des observations astronomiques. Mais en fait, sa grande spécialité, c'était des expériences de pensée. Donc en fait, il adorait prendre des théories existantes et les pousser dans leur recoin. Donc dans leur dernier recoin, essayer de mettre en évidence des incohérences et des incompatibilités entre ces théories existantes. Dans le cas qui nous occupe, et qui va en fait amener Einstein à la relativité restreinte, quelle était cette expérience de pensée qu'il a faite? Donc, en gros, essentiellement, l'expérience de pensée qu'Einstein a faite, il a fait l'expérience suivante. Il s'imaginait porter un miroir devant lui, regarder son image en portant un miroir devant lui, il se demandait ce qu'il verrait dans ce miroir s'il courait plus vite que la vitesse de la lumière. Alors en fait, quelle est la contradiction qui existe ici entre Galilée et Maxwell? D'après Galilée, ce qu'on vient de voir, c'est que toutes les vitesses sont équivalentes. Que je me déplace à 3 km/h, 300 000 km/h, 300 000 km par seconde ou 20 milliards de km/h, ou je sois au repos, la situation physique doit être exactement la même. Donc d'après Galilée, quel serait le résultat de l'expérience, de cette expérience de pensée d'Einstein? Simplement,
le fait qu'il se dépasse à une vitesse plus grande que la vitesse de la lumière, il verrait exactement la même chose que s'il était au repos, donc il regarderait, il aurait un miroir devant lui, il se verrait, et donc il verrait son reflet dans le miroir. Maintenant, si on prend le point de vue de Maxwell, quel serait le résultat de la même expérience? Ben là, bon, il faut se rappeler évidemment juste comment fonctionne un miroir. Pourquoi est-ce qu'on me voit, pourquoi est-ce que je vous vois, pourquoi est-ce que vous me voyez? Ben simplement parce que la lumière qui est émise, qui réfléchit de vos corps, arrive à mes yeux, et donc je vois avec différentes longueurs d'onde qui sont absorbées et réfléchies, et donc je vous vois. Donc pourquoi est-ce que je me vois dans un miroir? Simplement parce que la lumière qui est émise de mon visage arrive au miroir, est réfléchie et revient à mes yeux. Donc qu'est-ce qui se passe si je me déplaçais à une vitesse plus grande que la vitesse de la lumière avec un miroir devant moi? Si je me déplaçais à une vitesse plus grande que la vitesse de la lumière qui serait émise de mon corps n'atteindrait même jamais le miroir. Donc quel serait le résultat de l'expérience d'après Maxwell? D'après Maxwell, je ne verrais rien. Évidemment, donc là j'ai deux théories qui fonctionnent très très bien, chacune, a priori séparément. J'essaie de les mettre ensemble, elles me donnent un résultat différent pour la même expérience. Alors ici je vous passe les détails, mais donc cette expérience de pensée a abouti en fait Einstein à l'élaboration de la relativité restreinte. Donc les deux points de voûte sont les suivants. La première, c'est que la vitesse de la lumière est constante et est la même pour tous les observateurs. Donc il a repris ce principe de Maxwell. La vitesse de la lumière est la même pour tout le monde. Donc ça, c'est quelque chose qui contredit la relativité galiléenne. D'autre part, une des conséquences, c'est que rien ne peut dépasser la vitesse de la lumière. Donc en fait, le twist qu'il y avait dans cette petite expérience de pensée, c'est qu'il usait à la base une hypothèse fausse. Rien ne peut aller à la vitesse de la lumière, donc ça n'a aucun sens de considérer une expérience où je dépasse la vitesse de la lumière. Alors, le fait que la vitesse de la lumière soit constante pour tous les observateurs, ça a vraiment des conséquences assez dramatiques, en fait, et assez cruciales. Donc pour expliquer ça un peu en mots, bon, d'abord, qu'est-ce qu'une vitesse? Une vitesse, c'est simplement une distance, donc une mesure de l'espace, divisée par une durée, une mesure de temps. Donc ici, si on postule en fait que la vitesse de la lumière est constante, ça implique que d'une certaine manière, l'espace et le temps doivent conspirer pour garantir cette invariance de la vitesse de la lumière. Et ça a amené Einstein à dire qu'en fait le temps et l'espace ne sont plus des entités qui sont indépendantes et séparées, mais qui sont unifiées dans une structure qu'il appelait l'espace-temps, et en fait, qu'on appelle de manière un peu plus technique l'espace-temps de Minkowski. Donc ici je vous parle, donc la relativité restreinte, elle a tout un tas de conséquences assez contradictives, justement contrairement à la relativité galiléenne, mais je n'ai pas vraiment m'y attarder ici. Et donc ici, pour citer, pour un peu citer ça de manière un peu plus poétique, donc l'espace-temps de Minkowski, nommé d'après le physicien Minkowski, les vues de l'espace et du temps que je vous posais sont radicales. Dorénavant, l'espace en tant que tel et le temps en tant que tel sont condamnés à s'évanouir en fumée, et seule une sorte d'union des deux pourra préserver une réalité indépendante. Et donc Einstein s'est inspiré de cette construction de Minkowski. Alors juste, bon, comment est-ce qu'on fait pour représenter l'espace-temps de Minkowski? C'est pas très compliqué. A priori, l'espace-temps de Minkowski consiste en 3 dimensions d'espace, donc la hauteur, la largeur et la longueur, plus une dimension de temps, donc c'est un espace-temps qui a 4 dimensions. Alors, évidemment, se représenter un espace-temps à 4 dimensions, c'est quelque chose qui est relativement compliqué. Et donc, en général, les physiciens aiment bien se simplifier donc, la vie, en tout cas dans ce qui est la perception de l'espace-temps. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va supprimer en fait 2 dimensions d'espace. On va dire, voilà, je vais tracer une dimension d'espace ici, x, mais qui en fait compte pour 3, et une dimension de temps. Et donc en fait, généralement, la présentation qu'on fait, ce sont des espaces-temps, on représente un espace-temps à 2 dimensions, en gardant bien en tête, en fait, il y a 2 dimensions en plus. On n'a pas la place de dessiner sur une feuille à 2 dimensions. Donc, dans le cadre de la relativité restreinte, l'espace-temps plat de Minkowski représente réellement la scène sur laquelle se déroule le phénomène physique. Donc un peu, c'est comme un jeu d'échecs, et le plateau sur lequel se déroule le jeu, et c'est quelque chose qui est rigide et fixe. Okay. Donc voilà, pour la relativité restreinte, on peut maintenant faire un petit résumé. Donc, la vitesse de la lumière est la même pour tous les observateurs et constitue une vitesse limite. Donc la vitesse de tous les phénomènes doit être inférieure à la vitesse de la lumière, et la vitesse de la lumière est constante pour tous les observateurs, et vaut dans le vide à 1 milliard de km/h, plus ou moins. La relativité restreinte implique l'unification de l'espace et du temps qu'on ne peut plus vraiment voir comme des entités séparées, donc pour garantir l'invariance de la vitesse de la lumière. Alors une chose qui est importante, en fait, sur laquelle je voudrais insister, parce qu'en fait, c'est un peu une voie de réflexion
qui est valable en fait pour la relativité restreinte, mais qui a aussi été valable pour la plupart des découvertes majeures du XXe siècle, c'est que la relativité restreinte est en fait née de la contradiction entre deux théories existantes. Donc comme on vient d'en parler, la relativité restreinte, elle est née de cette expérience de pensée d'Einstein qui a mis en évidence la contradiction entre la théorie de Maxwell du rayonnement et la théorie de Galilée, de la relativité galiléenne. C'est ça qui a mené Einstein à son élaboration. Donc, ça, un de mes mentors, donc quand j'étais postdoc, avait aimé capturer ça par le slogan suivant: la contradiction mène au progrès. Donc ici, effectivement, on avait une contradiction entre l'électromagnétisme et la relativité galiléenne qui a abouti à la relativité restreinte. La raison pour laquelle j'insiste là-dessus, c'est que donc, ce schéma de réflexion, comme on va le voir, a abouti à d'autres découvertes majeures, notamment la relativité générale. Alors, quelle est cette contradiction qui a abouti à la relativité générale? Donc, en 1905, Einstein est content parce qu'il est arrivé à résoudre ce paradoxe. Maintenant, il est conscient d'une chose, il est conscient d'une faille de sa théorie de la relativité restreinte, qui est la suivante, c'est que la relativité restreinte n'inclut pas la force de gravitation. Okay. Donc, jusque-lors, la force de gravitation était l'apanage de Newton. Donc, Newton, à la fin du XIXe siècle, a rédigé ses Principia Mathematica, dans lequel il décrit tout un tas de choses, notamment la force de gravitation universelle, donc qui exprime que la force entre deux corps massifs de masse m1 et m2 est donnée par le produit de ces masses divisé par le carré de leur distance fois la constante universelle de gravitation. Donc ces Principia contiennent également ces lois du mouvement, donc le principe d'inertie, notamment auquel vous êtes sans doute familier, c'est-à-dire qu'en l'absence de force, tout corps persévère dans l'état de repos ou de mouvement uniforme en ligne droite dans lequel il se trouve. C'est-à-dire que si je suis au repos et qu'il n'y a aucune force qui agit sur moi, je vais rester au repos indéfiniment. Si je me déplace à une vitesse constante, par exemple dans le vide, et qu'il n'y a aucun frottement qui agit sur moi, je lance une bille dans le vide. Cette bille va se déplacer à vitesse constante pendant toute son existence, jusqu'au moment où j'agisse avec une force qui va changer cette trajectoire. C'est le principe d'inertie, et évidemment la loi qui en découle, F égale ma, donc l'accélération que je vais conférer à un corps est proportionnelle à la force que je vais lui donner divisée par la masse du corps en question. Donc, qu'est-ce que je peux conclure quelles sont les choses qu'on peut conclure de ces lois du mouvement et de ces forces de gravitation? Voilà la chose que je viens de dire. Donc, si on a un corps libre dans l'espace, si le corps est libre, il n'y a aucune force qui agit sur lui. Si la force est nulle, l'accélération est nulle, la vitesse est constante, et donc le mouvement est rectiligne, ou le mouvement est pas de mouvement statique. La deuxième chose qu'on peut en conclure, c'est que si un corps très massif agit sur moi via la force gravitationnelle et avec les bonnes conditions initiales, je vais décrire autour de ce corps une orbite fermée qui sera soit un cercle, soit une ellipse. Ok, donc ça c'est un peu l'état des lois du mouvement et de la gravitation au moment où Einstein finit de rédiger la relativité restreinte. Alors finalement, quelle est la contradiction qui existe entre la relativité restreinte et la théorie newtonienne? Donc de nouveau, je vais faire un petit schéma. Donc, la raison pour laquelle les planètes tournent autour du Soleil, on vient de le voir, c'est parce que les planètes sont soumises à l'attraction gravitationnelle du Soleil, et donc cette force F qui vaut Gm, M, produit des masses sur la distance au carré. Et donc, elles ont une accélération. Et donc, les planètes subissent une accélération due à la force gravitationnelle du Soleil. Maintenant, la question qu'Einstein se posait, c'est qu'est-ce qui se passerait si instantanément je vaporisais le Soleil? Je fais disparaître le Soleil. Alors, si instantanément la masse du Soleil disparaît, la force disparaît, F est égal à 0, l'accélération est nulle, et un corps sur lequel aucune accélération n'agit se déplace en ligne droite. Donc ça veut dire que si on venait à vaporiser le Soleil, instantanément, évidemment c'est impossible, donc c'est un peu schématisé, mais instantanément, les planètes suivraient une trajectoire en ligne droite. Ça veut dire que si on venait à détruire le Soleil, instantanément, les planètes sentiraient l'effet de cette disparition. Et qu'est-ce que ça veut dire instantanément? Instantanément, ça veut dire que la vitesse à laquelle l'information s'est propagée de l'endroit où se trouvait le Soleil à la planète, ça veut dire que cette vitesse est infinie. Donc rappelez-vous qu'il faut environ 8 minutes à la lumière du Soleil pour arriver du Soleil à la Terre. Ici, l'information, elle se serait propagée instantanément. Donc c'est quelque chose que la théorie newtonienne ne capture pas bien. Ce que la théorie newtonienne ne capture pas, c'est la manière dont l'interaction gravitationnelle se propage d'un point à l'autre.
ceux qui sont familiers avec l'électrostatique, c'est exactement la même chose. Si vous avez la loi de Coulomb pour la force entre deux particules chargées, cette loi en fait ne prend pas en compte la manière dont l'interaction se produit. Pour ça, vous avez besoin des équations de Maxwell qui nous disent ah voilà, il y a des solutions ondulatoires, et ce sont ces solutions ondulatoires qui nous disent comment l'interaction électromagnétique se propage. Ce qu'on n'a pas en fait ici d'une certaine manière, c'est l'équivalent des équations de Maxwell pour la théorie newtonienne. C'est ça qu'Einstein va chercher. Donc voilà, donc ici, donc voilà, pour un peu vous situer, pour situer un peu l'ampleur de la tâche qui attend Einstein quand il se lance dans cette aventure, donc de tenter de réconcilier la relativité restreinte avec la théorie newtonienne. Donc, quand Planck à l'époque était donc un physicien éminent, le père de la mécanique quantique, quand Planck eut vent de la tentative d'Einstein de réconcilier la relativité restreinte avec la théorie newtonienne, il lui dit « As an older friend, I must advise you against it, for in the first place you will not succeed, and even if you succeed, no one will believe you. » Donc, voilà, c'était pas extrêmement encourageant de sa part. Mais évidemment, heureusement pour nous, un trait de caractère d'Einstein, et en fait un trait de caractère qui se retrouvera également dans Reiner-West quand je parlerai de LIGO, qu'Einstein était extrêmement têtu. Donc en fait, il s'en est complètement foutu à continuer à travailler, bien qu'on lui prédisait qu'il n'y arriverait pas. De toute façon, personne ne le croira. Et en effet, après 10 ans de travail, plus ou moins solitaire, avec un certain nombre de collaborations, Einstein mettra donc, après 10 ans de travail, Einstein arrivera à résoudre ce conflit entre la relativité restreinte et la théorie newtonienne en élaborant une théorie relativiste de la gravitation qu'on appelle aujourd'hui la relativité générale. Donc il a fait bien la relativité générale. Donc quelle est l'idée révolutionnaire de la relativité générale? C'est que la gravitation n'est pas une force comme les autres qui se propage sur un espace-temps fixé. En fait, la gravitation se manifeste par une courbure de l'espace-temps lui-même. Okay? De manière schématique, comment est-ce qu'on représente ça? Mais simplement, en l'absence de matière, l'espace-temps c'est comme une nappe plate, hein, si vous voulez. Maintenant, en présence de matière, évidemment aussi d'énergie, d'impulsion, etc., l'espace-temps va se courber. Donc maintenant, comment est-ce qu'on fait pour réinterpréter le mouvement, par exemple, des planètes autour du Soleil dans le cadre de la relativité générale? Eh bien, donc, rappelez-vous que la vision newtonienne, dans la vision newtonienne, les planètes tournent autour du Soleil parce qu'il y a la force gravitationnelle du Soleil qui agit sur les planètes, et donc ça leur confère une accélération, leur trajectoire n'est pas rectiligne. Dans le cadre de la relativité générale, ceci est interprété de manière complètement différente. Dans le cadre de la relativité générale, l'espace-temps est courbé par la présence, par la masse du Soleil, et alors, les planètes, cette fois-ci, elles suivent toujours des lignes droites, mais elles suivent des lignes droites dans un espace-temps courbé. Et il se fait que les lignes droites dans un espace-temps courbé, dans la géométrie courbée par le Soleil, ce sont précisément des ellipses. Des ellipses Donc pour être un peu plus détaillé, la manière dont l'espace est courbé est décrite par les équations d'Einstein. Donc les équations d'Einstein, un membre de gauche, un membre de droite. Le membre de droite contient tout ce qui est masse, énergie, impulsion de l'espace-temps. Le membre de gauche contient tout ce qui est géométrie. Donc, pour savoir la géométrie qui résulte d'une certaine distribution de matière, vous allez mettre dans le T du nu tout ce que vous avez comme matière, des planètes et des gaz et des trucs, des fluides, tout ce que vous voulez. Et après ça, vous résolvez les équations d'Einstein, et la solution des équations d'Einstein vous donne la géométrie qui en résulte. Une fois que ceci est fait, une fois que la géométrie est déterminée, vous allez pouvoir déterminer la manière dont la matière se déplace dans cet espace-temps courbé. Comment? Simplement en calculant l'équation des lignes droites dans cette géométrie. Et donc, l'idée de la relativité générale a été capturée par le physicien américain Wheeler en disant que la matière dit à l'espace-temps comment il doit se courber, et en retour, l'espace-temps dit à la matière comment elle doit se déplacer. C'est ce qu'a fait l'idée de la relativité générale. Évidemment, la chose intéressante avec la relativité générale en ce qui nous concerne, c'est que cette vision d'Einstein de l'interaction gravitationnelle permet de résoudre le problème de propagation instantanée. Pourquoi? Simplement parce que si le Soleil venait à disparaître, dans la vision d'Einstein, la perturbation que cette disparition impliquerait, en fait, se prendrait un certain temps à se propager du centre où se trouvait le Soleil à l'orbite de la planète. C'est-à-dire que la planète
ne sortirait pas instantanément de son orbite. Il faudrait un certain temps, il faudrait attendre le temps que cette perturbation, ce sont précisément les ondes gravitationnelles dont on va parler, il faut le temps que cette perturbation se propage à l'endroit où se trouvait le Soleil, à l'endroit où se trouvait la Terre. Un peu comme vous prenez un bâton dans l'eau et vous le tournez, il faut un certain temps pour que les ondes émises à l'endroit où vous tourniez le bâton dans l'eau arrivent jusque vous, à vous qui au bord de l'eau. Alors, bon, ce qui est intéressant, c'est que aussi la vitesse de propagation de ces ondes, Einstein a pu le calculer à partir de sa théorie, la vitesse de propagation, c'est précisément la vitesse de la lumière, comme la vitesse de propagation des ondes électromagnétiques. Donc, un petit résumé de la relativité générale. Donc, elle fournit une formulation très élégante d'interaction gravitationnelle, donc non plus maintenant comme une force qui est présente sur un espace-temps rigide et fixe, mais comme une courbure de l'espace-temps elle-même, de lui-même. Chose intéressante, c'est qu'elle réconcilie la contradiction entre la relativité restreinte et la gravitation newtonienne. Donc ça nous permet d'ajouter en fait des petites cases à notre flyer, la contradiction de nos progrès. Donc la relativité restreinte et les lois de Newton ont été donc unifiées, donc ont été réconciliées dans le cadre de la relativité générale. Et alors bon, pour ceux d'entre vous qui sont curieux, en fait, ce petit schéma, en fait, il est un peu plus général. Notamment, il y a un autre chemin qui aboutit à un chemin similaire qui aboutit à l'élaboration d'un autre pilier de la physique contemporaine que sont la mécanique quantique et la théorie quantique des champs. Ici. Et alors ici, un gros point d'interrogation, parce qu'en fait, finalement, ces deux théories, qui sont pour l'instant les deux théories les plus acceptées, qui sont deux théories acceptées pour décrire le monde qui nous entoure à grandes échelles et à petites échelles, en fait, ces deux théories sont incompatibles. Donc, on essaie d'unifier la relativité générale dont on vient de parler et la théorie quantique des champs, qui décrit le monde microscopique, on n'arrive pas, en fait, à les unifier. Donc, j'ai mis un gros point d'interrogation, j'ai mis théorie des cordes, voilà, c'est un des candidats en fait, pour unifier ces deux théories, mais à l'heure qu'il est, il n'y a pas vraiment de... C'est un domaine de recherche actif, c'est d'unifier ces deux pièces du puzzle. Donc voilà, la relativité générale fait toutes ces choses sympathiques, donc elle est très élégante, elle est très chouette, mais évidemment si elle était juste élégante mais qu'elle ne décrivait pas le monde qui nous entoure, ben, ce serait quand même un peu... ce serait très joli mais ce serait un peu inutile. Alors évidemment la relativité générale, après avoir été élaborée, ben, beaucoup de gens se sont penchés sur sa vérification expérimentale, et dès les quelques années qui ont suivi en fait, l'élaboration de la relativité générale en 1915, un certain nombre d'expériences ont pu être faites pour vérifier sa validité, notamment la déviation des rayons lumineux lors d'une éclipse, ou encore mesurer l'avance du périhélie de Mercure. Donc je ne vais pas vraiment rentrer dans les détails là-dedans, mais croyez-moi sur parole, c'est une théorie qui est à ce jour extrêmement bien vérifiée expérimentalement. En plus de ça, c'est une théorie qui a... c'est une théorie qui à la base est évidemment vue comme un peu ésotérique et un peu très compliqué mathématiquement, mais il s'est avéré que la relativité générale a des applications pratiques cruciales. Notamment, à chaque fois que vous prenez l'avion, votre avion se pose sur la piste et pas à 200 mètres à côté, vous vérifiez d'une certaine manière un aspect crucial de la relativité générale qui est la dilatation gravitationnelle. Le fait que le temps s'écoule de manière différente, qu'on est à des positions différentes dans le champ de gravitation. Donc, quand vous utilisez le système GPS, vous devez en fait synchroniser les horloges qui se trouvent sur Terre et en altitude dans les satellites du système GPS. Voilà, la relativité générale fait toutes ces choses, mais évidemment, la raison pour laquelle vous êtes venu ce matin, j'imagine, c'est pas vraiment tout ça, peut-être aussi, mais la relativité générale surtout, elle prédit l'existence de trous noirs. Ok. Alors je vais un peu passer en revue, donc je vais un peu expliquer ce qu'est un trou noir. Alors, de manière un peu naïve, un trou noir, ce serait un objet dont la vitesse de libération serait supérieure à la vitesse de la lumière. Donc qu'est-ce que c'est la vitesse de libération? Ben, vous savez que quand vous êtes sur un corps céleste, vous êtes sur la Terre, ben, si vous prenez un bic ou n'importe quoi, vous le lancez en l'air à une certaine vitesse, ça va retomber sur Terre. Okay. Mais est-ce que c'est toujours le cas? Non. Parce que si vous le lancez suffisamment
avec une vitesse suffisamment grande, donc vous allez arriver à mettre éventuellement l'objet sur orbite. Quand vous êtes sur Terre, à votre avis, à quelle vitesse il faudrait lancer un enfant, par exemple, pour le mettre sur orbite? 11 km seconde. 11 km par seconde, donc c'est environ 41 000 km/h. Donc c'est essentiellement la vitesse à laquelle que les fusées doivent atteindre, on doit atteindre pour mettre les objets sur orbite. Ah maintenant, un trou noir, de manière naïve, ce serait un objet. Évidemment, au plus le corps, au plus l'astre sur lequel vous vous trouvez est massif, au plus la vitesse de libération sera grande. Donc, au plus l'attraction est grande, au plus c'est difficile de s'échapper de l'attraction de ce corps et de se mettre sur orbite. On peut caractériser un trou noir, alors je sais que ce n'est pas tout à fait précis, mais pour ça, en disant que c'est un corps tel que sa vitesse de libération serait supérieure à la vitesse de la lumière. Donc ça veut dire qu'en fait ce serait un corps dont rien, pas même la lumière, ne peut s'échapper. Donc quel est le résultat final de cette conclusion? C'est qu'en fait, c'est un corps qu'on ne peut pas voir, puisque la lumière ne peut pas s'en échapper. Alors comment est-ce qu'on fait pour... comment est-ce qu'on construit un trou noir? Ben, c'est très très simple, hein. Il suffit de prendre un objet et de concentrer toute sa masse, m, dans un rayon inférieur à 2 gm sur c carré, où g est la constante universelle de gravitation et c est la vitesse de la. Alors ça va être très facile à faire, mais pour que vous réalisiez que cette inégalité en fait est tout à fait atypique en fait. C'est assez atypique des corps des corps célestes ou des corps auxquels nous sommes habitués dans la vie de tous les jours. Et pour que la Terre, par exemple, qui fait des exposants 24 kg, pour faire de la Terre un trou noir, il faudrait concentrer toute sa masse dans la taille d'un dé à coudre. Je crois que c'est un dé à coudre. Je ne sais pas très fort en fait. Donc voilà. Donc juste pour vous donner un peu une idée des ordres de grandeur qui sont mis en jeu. Donc c'est quelque chose qui est... Pardon. Ouais, voilà, donc c'est compliqué à faire. En fait, j'allais dire c'est quelque chose qui est très dense, mais en fait, c'est pas tout à fait vrai. Donc, on peut avoir des trous noirs de n'importe quelle densité, en fait. Mais voilà, donc ça, c'est la condition qu'il faut satisfaire. Donc, que sont les trous noirs? Maintenant, de manière un peu plus précise, ce dont je vous parlais un peu avant, c'est pour être un peu plus précis, ce qu'on appelait les astres noirs. Donc, les trous noirs, de manière plus précise, sont en fait des solutions des équations d'Einstein. Et donc, comme je vous l'ai dit, les solutions des équations d'Einstein, elles correspondent à une certaine géométrie de l'espace-temps. Okay, donc rappelez-vous pour la Terre ou le Soleil, la géométrie, est décrite par quelque chose qu'on représentait de cette manière-ci. Maintenant pour un trou noir, la géométrie est un peu plus dramatique et un peu plus brutale, disons. Ce qu'on peut voir, c'est que la géométrie d'un trou noir, on peut se rendre compte que c'est un peu plus courbé, mais surtout une espèce de zone qui caractérise le trou noir, une espèce de gorge qui se finit ici à ce qu'on appelle une singularité. Alors, cette solution-ci, en fait, cette solution ici, a été trouvée par Schwarzschild, donc Karl Schwarzschild, donc un physicien allemand, en 1916. Donc, en fait, à peine un an après que Einstein ait publié ses équations. Donc, le trou noir, il est caractérisé par un certain nombre de choses. Donc, il est caractérisé par une singularité. Donc, comme on l'a vu sur le schéma précédent, au centre du trou noir, il y a la courbure devient d'une certaine manière infinie. C'est un peu comme si l'espace-temps se déchirait, si vous voulez. En fait, pour être plus précis, en fait, on ne sait pas ce qui se passe à la singularité du trou noir. Alors, pourquoi on ne sait pas ce qui se passe à la singularité du trou noir? Simplement parce qu'à cet endroit-là, les dimensions mises en jeu deviennent très très petites. La courbure devient très grande, les dimensions deviennent très très petites. Donc, pour comprendre ce qui se passe à la singularité d'un trou noir, il faudrait invoquer des effets quantiques. Mais en fait, on est incapable de combiner pour l'instant la mécanique quantique. Rappelez-vous le dessin que je vous ai montré précédemment. On a la relativité générale qui décrit les trous noirs, mais si on veut comprendre ce qui se passe au centre des trous noirs, où les distances sont très petites et où les effets quantiques deviennent importants, on devrait combiner la relativité générale avec la théorie quantique des champs, mais on a un gros point d'interrogation là, on ne sait pas ce qui se passe. En fait, pour être tout à fait honnête, on ne sait pas vraiment ce qui se passe au centre d'un trou noir. Okay. Donc la deuxième chose, une deuxième caractéristique très très importante des trous noirs, c'est qu'ils possèdent ce qu'on appelle un horizon des événements. Donc un horizon des événements, c'est un peu comme une région de non-retour dans l'espace-temps. Alors on peut soulever une analogie qui vaut ce qu'elle vaut, mais qui est intéressante, c'est si je représente l'espace-temps d'un trou noir par une chute d'eau,
avec l'endroit où l'endroit de la chute d'eau par la singularité, qui est, si vous y allez, vous mourrez en gros. Que représente l'horizon? L'horizon, c'est un peu cette région limite. Donc imaginez que vous êtes dans un petit bateau et vous entendez qu'une chute d'eau au loin, et vous approchez avec votre petit bateau. Si vous êtes assez prudent, vous vous approchez ici, vous voyez, là-bas il y a l'air d'avoir une chute d'eau, je ne vais pas y aller, je vais prévenir mes amis qu'il y a une chute d'eau, il ne faut pas y aller. Non, si vous êtes imprudent et vous franchissez une certaine région de non-retour, vous allez arriver ici, mais le courant sera tellement fort que même si vous ramez à la vitesse maximale qui vous est permise, vous allez être incapable de revenir en arrière et de franchir l'horizon dans l'autre sens, et que le seul destin qui vous attend, c'est de finir sur la singularité. Donc ça, c'est un peu ce que représente un horizon. Un horizon, c'est une région en fait qui est capturée. Quand vous aventurez à l'intérieur de l'horizon, rien, pas même la lumière, ne peut en sortir. Et votre destin est scellé à partir du moment où vous franchissez l'horizon, vous finirez sur la singularité, là on ne sait pas très bien ce qui se passera. Vous serez broyé, vous passerez dans un univers parallèle, vous trouverez des licornes, enfin, on ne sait pas très bien. Mais probablement vous serez broyé. Donc comme on l'a vu, donc en théorie, il peut exister des trous noirs de toutes les masses. Parce qu'en fait, d'une certaine manière, il suffit de concentrer une certaine masse dans un rayon donné qui est donné par 2 Gm sur C carré. Alors en pratique, on observe dans la nature que 2 types de trous noirs. Alors ces 2 types de trous noirs, ce sont les trous noirs stellaires. Alors les trous noirs stellaires, ils résultent, c'est en fait des objets qui résultent de la fin de vie de certaines étoiles très très massives. Alors ces objets ne sont pas très très grands, leur rayon est environ une trentaine de kilomètres, et leur masse c'est plus ou moins 10 fois la masse du Soleil. Donc c'est quand même, donc 30 km, je ne sais pas, c'est la taille de Bruxelles, et vous mettez là-dedans 10 fois la masse du Soleil. Je ne sais pas très bien combien c'est Bruxelles. Donc le trou noir le plus massif, il fait entre 10 et 21 masses solaires, il a été détecté en 1972. La deuxième catégorie de trous noirs sont les trous noirs supermassifs, dont on pense qu'ils occupent le centre de toutes les galaxies connues. Alors ces trous noirs-là, ils sont beaucoup plus massifs, effectivement, leur masse entre 100 000 et 10 exposants-10 masses solaires, et leur rayon beaucoup plus grand, de 100 000 10 exposants-10 km. On pense qu'ils sont abrités par tous les centres, que tous les centres de galaxies en abritent. Notamment, notre galaxie abrite probablement un trou noir supermassif de 2 millions de masses solaires, est observé en 1995. Donc, ici, une chose qui est importante, c'est que si je vous en parle un peu comme une chose qui est acceptée, qui est tout le monde accepte qu'il y a des trous noirs un peu partout dans l'univers, mais ça n'a pas toujours été le cas. Comme je vous l'ai dit, les trous noirs, la solution de type trou noir a été découverte en 1916 par Schwarzschild, donc un an après la découverte de la relativité générale. Et il a fallu au moins une quarantaine d'années pour que les gens croient vraiment à l'existence réelle des trous noirs. Alors pourquoi? Alors ça, c'est en fait lié à certaines propriétés donc mathématiques de la relativité générale, qui est essentiellement l'invariance du difféomorphisme, mais qui dit que, voilà, c'est pas parce qu'on a une solution qu'on comprend forcément la structure globale de la solution qu'elle représente. Donc en fait, il a fallu attendre les années 60 pour réellement comprendre ce que la solution de Schwarzschild représentait, pour réellement comprendre qu'elle présentait un horizon des événements qui capturait l'information qui y entrait, etc. D'ailleurs, en fait, il y a une histoire assez marrante, donc je vais citer ici donc Philippe. C'est donc Cygnus X1, donc ce trou noir qui a été observé en 1972, a fait l'objet d'un pari célèbre entre Kip Thorne, donc Kip Thorne que j'ai mentionné, qui a obtenu le prix Nobel pour LIGO en octobre dernier, et le physicien britannique Stephen Hawking, donc qui ont parié. Donc l'un pensait qu'il y avait un trou noir dans le système de Cygnus X1, l'autre n'y croyait pas. Donc Stephen Hawking pensait qu'il n'y avait pas de trou noir dans Cygnus X1. Si ça avait été le cas, il aurait gagné un an d'abonnement à Penthouse. Ça, je ne sais pas qui a mis ça, je pense que c'est lui. Donc voilà, et il se fait que, voilà, donc Hawking en fait a concédé le pari en 1990, et donc c'est lui qui a dû payer l'abonnement à une revue satirique anglais, je crois, à Kip Thorne. Maintenant, pour ceux d'entre vous qui étaient attentifs dans ce que j'ai raconté jusqu'à présent, c'est que je vous ai parlé d'observer des trous noirs. Mais évidemment, bon voilà, je vous ai dit au début que les trous noirs n'émettaient aucune lumière, et là je vous parle, on observe des trous noirs partout, c'est super. Et qu'est-ce que je veux dire par observer des trous noirs? Évidemment, parce qu'ils n'émettent aucune lumière, c'est évidemment la manière dont nous fonctionnons pour voir les choses
ben, c'est essentiellement via rayonnement électromagnétique. La raison pour laquelle vous me voyez, je vous vois, c'est que simplement il y a la lumière qui réfléchit sur vous, qui arrive à vos yeux, et c'est exactement comme ça que fonctionnent les télescopes, dans toute la gamme dans toutes les gammes de fréquences. Alors comment est-ce qu'on observe les trous noirs? Évidemment, on ne peut pas les observer directement, vu qu'ils n'émettent aucune lumière. Alors évidemment, jusqu'à peu, vous pouvez les mettre en évidence, mais de manière indirecte. Alors comment est-ce qu'on fait pour mettre en évidence un trou noir de manière indirecte? Imaginez que vous preniez votre télescope, et vous regardez, vous le pointez sur le ciel, et vous avez tout un tas d'étoiles qui se déplacent en suivant le mouvement galactique, etc. Donc tournent autour du centre galactique. Et puis vous pointez votre télescope sur une étoile qui a l'air d'avoir un mouvement complètement bizarre. Donc un mouvement qui n'est pas du tout comme le mouvement de toutes les étoiles qui ont l'air d'être libres, qui vont avec le flot galactique. Ben, cette étoile qui a un mouvement complètement bizarre, parfois, en étudiant sa trajectoire, pour en fait vous rendre compte que si elle a un mouvement bizarre, c'est parce qu'elle est en fait attirée par un autre corps. Donc en fait, elle a un mouvement bizarre parce qu'elle tourne autour d'autre chose. Cette autre chose, on ne le voit pas. Par contre, en étudiant la trajectoire, les propriétés de l'orbite de cette étoile, on va pouvoir déduire un certain nombre de choses. La masse de l'étoile qui tourne, mais aussi la masse de l'objet autour duquel elle tourne, et le rayon de l'orbite autour duquel elle tourne. Et essentiellement, si ce rayon, la masse de l'objet, satisfont à cette condition que R de la plus petite de G sur C carré, en pratique c'est pas exactement ça qu'on fait, mais c'est l'idée, vous allez en conclure que l'objet qui se trouve au centre et que l'objet autour duquel cette étoile bizarre orbite est effectivement un trou noir. Par exemple, si vous pointez votre télescope sous le centre de la galaxie, ce que vous allez observer, c'est que toutes les étoiles autour du centre galactique, au lieu d'avoir un mouvement essentiellement libre, en fait elles suivent toutes des ellipses. Vous avez ici une ellipse, vous avez ici une autre ellipse, vous en avez une autre ici, une autre ici. Donc en fait vous voyez que toutes ces étoiles, tous ces corps autour du centre galactique ont l'air d'orbiter autour de quelque chose qu'on ne voit pas en fait. C'est quelque chose qu'on ne voit pas ici. En étudiant les différentes orbites, on peut évaluer sa masse. Cette masse, c'est 2 millions de masses solaires, et c'est la masse de ce qu'on pense être le trou noir galactique au centre de notre propre galaxie. Donc ça, c'est valable pour des systèmes multiples, mais c'est aussi valable pour des systèmes binaires, l'exemple que je vous donnais précédemment. Donc voilà, donc jusqu'à peu, c'est un peu comme ça qu'on mettait en évidence des trous noirs, simplement en observant d'autres corps qui orbitaient ces trous noirs. Mais maintenant, depuis le 14 septembre 2015, on a un autre moyen de mettre en évidence ces trous noirs. Et il est intéressant parce que cette fois-ci, il s'agit d'une méthode de détection directe. Cette méthode de détection directe, c'est via les ondes gravitationnelles. Alors je vais continuer maintenant par essayer de vous décrire ce que représentent ces ondes gravitationnelles, donc ces vaguelettes sur la structure de l'espace-temps. Donc ce qu'on a vu, c'est qu'en relativité générale, l'espace et le temps se courbent en présence de matière et d'énergie. Okay. Maintenant, imaginons que la distribution de matière dans une région change au cours du temps, mais évidemment, la courbure changera également. Par exemple, imaginons que je veux calculer la géométrie qui est due à ma présence ici. Je veux calculer la géométrie autour de moi d'ici jusqu'au mur. Si je commence à bouger, cette géométrie va changer. La distribution de masse, donc le T nu dans le membre de droite de l'équation d'Einstein va changer, et donc le membre de gauche va changer, donc la géométrie va changer aussi. Okay. Donc la relativité générale prédit que cette variation de courbure de l'espace-temps, elle se propage en fait à travers l'espace-temps, un peu comme une vague sur l'eau, et ça ce sont les ondes gravitationnelles. Donc, par exemple, si vous prenez de nouveau l'exemple, vous prenez un bâton dans l'eau, vous le faites bouger, ça va émettre des ondes. De la même manière, si vous prenez une masse, vous la faites, vous changez la distribution de masse, ça va changer l'espace-temps, la courbure de l'espace-temps loin de ce corps. Cette propagation, ces changements de courbure, va se propager comme une onde sur l'espace-temps. Ça, ce sont les ondes gravitationnelles. Donc, les ondes gravitationnelles sont un peu un genre de vaguelette dans la structure de l'espace-temps dans lequel nous vivons. Donc la question qu'on peut se poser maintenant, vu qu'on aimerait bien les détecter, et vu qu'on aimerait bien s'en servir, c'est quel est l'effet sur les objets qu'elles traversent. Alors, on peut d'abord imaginer un truc qui n'a rien à voir. Donc imaginons que vous ayez un bateau sur l'eau, et que vous ayez une vague, en fait, donc perpendiculaire au bateau, qui se dirige sur le bateau. Et quel va être l'effet sur le bateau? L'effet sur le bateau, ça va être simplement de le faire monter et descendre quand le bateau se trouve sur une crête ou sur un creux de la vague. Donc ça, c'est l'effet
du passage d'une onde aquatique, si vous voulez, sur un bateau. Alors, en utilisant la relativité générale d'Einstein, on peut calculer l'effet d'une onde gravitationnelle sur le bateau. L'effet du même, donc l'effet d'une onde gravitationnelle sur le même bateau. Donc imaginez, vous avez une onde gravitationnelle qui arrive perpendiculairement au bateau. Donc quel va être l'effet sur ce bateau? C'est quelque chose qu'on peut calculer. L'effet de l'onde gravitationnelle sur le bateau, ça va être la suivante. Ça va être le suivant. Donc ça va être de l'étirer dans une direction en comprimant dans l'autre, et vice-versa. Donc le bateau fait partie de l'espace-temps, l'onde gravitationnelle déforme l'espace-temps, et donc le bateau est déformé de cette manière-ci par le passage de l'onde gravitationnelle. Donc la question maintenant, c'est, ok, bon, la relativité générale prédit les ondes gravitationnelles, est-ce qu'on peut les mettre en évidence? Alors, pour les mettre en évidence, en fait, il n'a pas fallu attendre LIGO. En fait, on a pu mettre en évidence les ondes gravitationnelles de manière indirecte. Alors comment est-ce qu'on a pu faire ça? Et ça a valu aussi aux auteurs du travail, donc un prix Nobel en 1974. Parce que si on a deux corps qui tournent l'un autour de l'autre et qui, pendant leur rotation, émettent des ondes gravitationnelles, il y a une partie de l'énergie du système qui est emmenée par ces ondes gravitationnelles. Okay? Donc vous avez deux corps qui tournent l'un autour de l'autre. Si l'énergie était conservée, eh ben, le rayon entre ces deux corps et la période du signal serait toujours la même. Okay? Si l'énergie était conservée. Mais si une partie de l'énergie est emmenée par les ondes gravitationnelles, bah, les deux systèmes vont tourner l'un autour de l'autre. Si une partie de l'énergie est perdue, ils vont tourner de plus en plus vite l'un autour de l'autre avec des rayons de plus en plus petits. Okay? Mais il se fait que dans certains systèmes, c'est exactement ce qu'on observe. Donc il y a un système connu qu'on appelle le système, le pulsar binaire de Gubbs-Taylor. Donc c'est un système qui est constitué de deux étoiles à neutrons. Donc c'est des étoiles très très massives qui sont assez proches l'une de l'autre et qui ont des rayons de l'ordre de... qui ont des masses de l'ordre de la masse solaire en fait. Et qui sont très très proches l'une de l'autre, beaucoup plus proches par exemple que la distance de la Terre au Soleil. Et donc ce qui est observé, c'est que ce système binaire, au lieu de rester toujours à la même distance et d'osciller toujours avec la même période, ce qu'on a observé, c'est que la période diminuait en fait. Donc le rayon de l'orbite diminue et la période diminue. Et la diminution de la période correspond exactement au fait qu'une certaine partie de la puissance du système est rayonnée par l'onde gravitationnelle. Donc on observe que la période change. Et le changement de la période est exactement le changement de la période qui est prédit parce que le système perd la puissance par l'onde gravitationnelle. Et donc ce qu'on peut observer, c'est que ce qu'on peut même déterminer, c'est que ces deux étoiles vont se rapprocher de plus en plus l'une de l'autre pour finalement fusionner dans 300 millions d'années. Maintenant, une question qu'on peut se poser, c'est maintenant je vous raconte que quand deux corps tournent autour de l'autre, ils perdent de l'énergie, leur période augmente et leur rayon diminue. Est-ce qu'on devrait s'inquiéter du fait que quand la Terre tourne autour du Soleil, elle perd de l'énergie par émission de rayonnement gravitationnel et donc la Terre va se rapprocher du Soleil? On pourrait s'en inquiéter effectivement. Donc, il est vrai que quand la Terre tourne autour du Soleil, elle émet un certain nombre, une certaine quantité d'ondes gravitationnelles, donc elle perd une certaine puissance. Maintenant, ce qui est important, c'est que la puissance en fait émise par onde gravitationnelle, elle dépend essentiellement de la masse et du rayon. Mais les masses qui sont mises en jeu dans le système Terre-Soleil sont beaucoup plus petites que dans un système d'étoiles à neutrons. Simplement parce que la masse de la Terre est beaucoup plus faible, elle est 10 exposants 6 fois 1 million de fois plus petite que la masse du Soleil. Donc ici, le facteur ici est beaucoup plus petit pour le système Terre-Soleil. D'autre part, la distance Terre-Soleil est beaucoup plus grande que la puissance, beaucoup plus grande que la distance entre ces étoiles à neutrons. De sorte que la puissance qui est rayonnée par le système Terre-Soleil, elle est environ 10 exposant moins 22 fois, donc elle est 10 exposant 22 fois plus petite, pardon, il n'y a pas de moins. Et en gros, on peut la calculer, en fait, la puissance rayonnée par onde gravitationnelle par le système Terre-Soleil, c'est essentiellement 200 watts. Donc c'est pas énorme. En gros, il faut 10 exposants 13 fois l'âge de l'univers que la Terre et le Soleil fusionnent à cause de l'émission de l'onde gravitationnelle. Et ici, en fait, on prend un peu conscience d'une chose, c'est que les phénomènes gravitationnels, les quantités mises en jeu dans les phénomènes gravitationnels sont extrêmement faibles, en fait. Une des raisons à ça, donc il y a un certain nombre de raisons, mais une des raisons à ça qu'on peut identifier,
c'est la faiblesse de l'interaction gravitationnelle par rapport aux autres interactions. Par exemple, imaginons, il y a un concours qu'on pourrait faire, on pourrait faire un concours entre l'interaction gravitationnelle et l'interaction électromagnétique. On a un ring, on a les deux. Et donc, imaginez que vous ayez une aiguille, prenez cette aiguille et vous la laissez tomber. Donc évidemment, vous prenez l'aiguille, vous la laissez tomber, elle est soumise uniquement à la force gravitationnelle. Elle est soumise à quelle force gravitationnelle? La force gravitationnelle de toute la Terre qui exerce cette force sur cette aiguille. Maintenant, vous voulez essayer d'organiser donc une lutte entre la force gravitationnelle de la Terre et la force électromagnétique d'un petit aimant que vous pouvez acheter à 1 € chez Dee ou un truc comme ça. Donc vous prenez votre aiguille, vous avez votre petit aimant qui fait 1 cm² qui coûte 1 €, et vous avez la Terre qui a toute sa masse qui exerce sa force gravitationnelle sur l'aimant, sur l'aiguille. Évidemment, qui va gagner? C'est l'aimant qui va gagner. Donc ça, c'est juste pour vous donner une idée qu'en fait, par exemple, l'interaction électromagnétique est beaucoup plus intense et beaucoup plus forte que l'interaction gravitationnelle. C'est pour ça qu'on arrive en fait à des quantités de puissance mises en jeu qui sont très faibles. Ok, donc voilà, je vous ai parlé du fait que les ondes gravitationnelles, on pouvait les mettre en évidence de manière indirecte. Alors la question c'est, est-ce qu'on peut les mettre en évidence de manière directe? Et mieux encore, est-ce qu'on peut les détecter? Bon. Et ce faisant, est-ce que détecter les ondes gravitationnelles nous permet d'observer des phénomènes auxquels nous étions auparavant aveugles? Je vais essayer de détailler ça un peu plus tard. En fait, on verra que le mot plus précis, c'est pas vraiment être aveugle, mais c'est plus des phénomènes auxquels nous étions sourds auparavant. Donc pour ça, revenons sur l'effet du passage d'une onde gravitationnelle sur nous. Donc si on a un bateau et l'onde gravitationnelle est perpendiculaire au plan de l'écran, on voit que l'effet de cette onde gravitationnelle va être en fait de faire varier la distance entre, par exemple, le pied du mât et le sommet du mât. De la même manière, elle va faire varier la distance entre la proue et la poupe, je crois. Et donc le passage d'une onde gravitationnelle va avoir cet effet-là. On peut faire la même expérience sur un anneau de particules test, si vous voulez. Vous avez un anneau ici de particules, l'onde gravitationnelle passe, va avoir pour effet de faire varier la distance relative entre les différentes particules du bateau. Donc les distances entre les différentes parties du bateau sont modifiées par le passage de l'onde. Maintenant, si l'onde gravitationnelle traverse notre tête, qu'est-ce que ça aurait comme effet? Évidemment, ça aurait le même effet que sur le bateau ou que sur ce cercle de particules. Elle va avoir pour effet de changer les distances relatives entre les différentes parties de notre tête, et en particulier, les différentes distances relatives de notre tympan, ou les distances relatives entre notre tympan et le reste de la tête, vont être modifiées. Mais maintenant, si on se rappelle de manière un peu plus précise ce qu'est un son, un son, faire varier les distances au sein de notre tympan, c'est exactement comme ça que fonctionne le son. Parce que qu'est-ce que c'est un son? Donc tout ce qui produit un son, en fait c'est quelque chose qui va produire donc des vibrations de l'air qui nous entoure, donc des compressions et des dépressions, qui vont se propager comme une onde jusqu'à notre tympan, le faire vibrer, changer les distances relatives au sein de notre appareil auditif, et ce mécanisme, donc, le mécanisme délicat de l'ouïe, va permettre à notre cerveau de convertir cette onde sonore, cette variation de pression en son de l'air qui se propage jusque nous, en un son. Alors évidemment, c'est pas qu'on peut entendre n'importe quel son. Okay, donc là, ce qu'on appelle l'ouïe, c'est quelque chose qui est purement anthropomorphique. Évidemment, il y a qu'un certain nombre de fréquences et un certain nombre d'amplitudes qu'on peut entendre. Par exemple, la gamme de fréquences audibles pour l'oreille humaine, c'est compris entre 20 Hz et 20 000 kHz. Quelque chose qui est purement humain. Un chat, par exemple, peut entendre des sons jusqu'à 60-65 kHz, par exemple. Donc pour qu'on puisse entendre un son, il y a deux conditions qui doivent être satisfaites. Il faut que la fréquence soit appropriée, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que ça vibre trop vite ou trop lentement. Il faut évidemment que l'amplitude soit suffisante. Donc on estime que le déplacement du tympan doit être environ de l'ordre de au moins 11 cm. Alors maintenant, ce qu'on peut déterminer avec la relativité générale, c'est la fréquence typique des ondes gravitationnelles produites par la fusion l'orbite et par la fusion de deux trous noirs.
Et ce qu'on observe, ce qu'on détermine, c'est que la fréquence typique, c'est de l'ordre de 100 Hz. Donc 100 Hz, c'est en plein dans la gamme audible. C'est essentiellement un ré grave. Donc la fréquence typique d'un système binaire de trous noirs, c'est 100 Hz. Donc c'est dans notre gamme audible. La question qu'on peut se poser, c'est pourquoi est-ce qu'on n'est pas réveillé toutes les nuits par des fusions de trous noirs qui se passent aux quatre coins de l'univers. Eh ben, la raison pour laquelle on n'est pas réveillé toutes les nuits par des bruits de trous noirs, bien que la fréquence soit cohérente avec notre perception, c'est parce que l'amplitude de la perturbation est beaucoup trop faible. Pour vous donner un ordre de grandeur, la différence de volume sonore entre une onde gravitationnelle et le vol d'un moustique est la même qu'entre le vol d'un moustique et entendre l'explosion d'une bombe atomique à 20 mètres. Donc en fait, l'amplitude du son potentiel que les ondes gravitationnelles pourraient émettre est en fait beaucoup trop faible. Elle engendrerait une variation de tympan qui est complètement inaudible pour nous. Ok. Donc ça veut dire quoi? Donc ça veut dire que si maintenant on veut tout de même être capable de détecter ces ondes gravitationnelles, ce dont on a besoin, c'est un micro très grand qui est capable de mesurer des sons d'une intensité très faible et en limitant au maximum le bruit de fond. L'outil qui fait ça, c'est précisément l'IGO. Donc je vais un peu maintenant vous expliquer le fonctionnement. Je ne sais pas si vous voulez faire une pause en fait, Alain, avec... Si ça vous va, je peux parler de... Donc, alors qu'est-ce que c'est? Donc qu'est-ce que c'est l'IGO? Donc comme vous l'avez vu, l'IGO c'est un truc qui est constitué, donc c'est dans un endroit, c'est en plein désert, c'est le truc le plus isolé possible, ça ne va pas être très chouette pour passer des vacances, mais donc en fait donc ce sont les bâtiments qui consistent en deux bras qui sont longs de 4 km chacun. Alors pourquoi 4 km? Non, parce que la forme des détecteurs est adaptée à la nature de la radiation gravitationnelle. Donc imaginons que je sois LIGO, donc j'ai un bras ici, un bras ici. Si une onde gravitationnelle arrive en face sur moi, l'effet va être d'allonger un bras dans une direction en rétrécissant l'autre, et etc. De manière oscillatoire comme ça. Okay, simplement parce que l'effet d'une onde gravitationnelle sur l'espace-temps, c'est exactement ceci. Donc imaginez que vous avez les bras comme ça, donc ça va occasionner une variation relative des bras des deux détecteurs. Pourquoi est-ce qu'il y a deux détecteurs? Donc pourquoi est-ce qu'on a un à Hanford et un autre à Livingston à 3000 km de distance? Mais simplement pour être sûr que ce qu'on détecte, c'est bien une onde gravitationnelle et pas un gars qui se part sur le parking du coin ou un petit tremblement de terre, un truc comme ça. Donc évidemment, on veut être sûr, étant donné les sensibilités qu'on veut atteindre, que le signal qu'on détecte, c'est bien un signal qui est dû à une onde gravitationnelle et pas un phénomène local. Alors maintenant, ce qui est important, c'est que, donc, comme je vous l'ai dit, donc l'amplitude des vibrations est très faible, et l'outil doit permettre de mesurer des variations de longueur relatives de l'ordre de 10 exposant moins 21. Donc ça, souvent à 21, ça vous dit probablement rien, moi ça me dit rien, mais ce qui est important, c'est que ça reviendrait à mesurer la distance de la Terre à l'étoile la plus proche, avec la précision de l'épaisseur d'un cheveu. Ou encore, donc de distance relative de l'ordre de 10 exposant moins 21, on a un bras qui fait environ 4 km, ça revient à mesurer des variations de longueur qui sont de l'ordre de 4 fois 10 exposant moins 18 mètres. Alors c'est quoi 4 fois 10 exposant moins 18 mètres? C'est très petit évidemment. Vous savez, la taille d'un atome c'est 10 exposant moins 10 mètres. Donc pour vous réaliser plus ou moins ce que ça représente, voici un atome d'hydrogène, donc on a son proton et un électron, voilà. Et donc ça c'est 10 exposant moins 10 mètres. Voilà, donc c'est 10 exposant moins 10 mètres. Donc ce qu'on aimerait bien mesurer comme variation, donc on zoome sur le proton fait 10 exposant moins 15 mètres. Donc le genre de variation de longueur qu'on veut mesurer sur ce bras de 4 km, c'est ça. Voilà, donc c'est assez délicat. Pour moi, ça m'impressionne énormément. Alors, comment est-ce qu'on fait ça? Pour ça, donc une technique en fait une technique qui a été utilisée, c'est ce qu'on appelle l'interférométrie laser. Alors, l'interférométrie laser, ça fonctionne en deux modes de la manière suivante. Donc, vous avez dans chacun des bras, vous avez en fait, on fait le vide dans chacun des bras. Et
qu'on va faire, c'est qu'on va propager le long de chacun des bras. Donc on a un rayon laser qu'on amène à un miroir qui sépare le faisceau en deux. Et donc ce faisceau, une fois, donc ça on oublie, c'est un peu disco. On a donc un faisceau laser qu'on arrive qui est séparé en deux. Et ils vont se propager chacun le long des bras et être réfléchis par un miroir ultra précis et ultra réfléchissant jusqu'à l'endroit où le rayonnement est recombiné et envoyé vers un écran. Alors, ce qui est important, c'est que si la longueur parcourue dans les deux bras, si la longueur des bras est exactement la même, le temps passé par le laser dans les cavités va être exactement la même. Et donc, quand on va les recombiner ici, en fait, l'interférence va être destructrice, et en fait, destructrice, et on ne verra rien sur l'écran ici. Par contre, si la différence de temps de parcours dans les bras est un petit peu différente, d'une légère variation relative des bras, alors le pattern d'interférence, donc si la longueur des bras est un peu différente, le temps de parcours du faisceau laser dans le bras sera légèrement différente, et en observant le pattern d'interférence à la sortie, ça va permettre de déterminer si la longueur des bras était la même ou pas. Ça va permettre de déterminer avec une très grande précision des variations infimes de la longueur de ces bras. Donc voilà, maintenant on est en position de comprendre ce signal qui a été observé en septembre 2015. Ce qui a été observé ici, donc un signal d'une intensité de 10 exposant moins 21, d'une variation relative de distance 10 exposant moins 21, c'est en fait une variation de la longueur des bras, donc une variation oscillante de la longueur relative des bras, et donc qui en fait traduit le passage de l'onde gravitationnelle sur les deux bras des détecteurs. Donc un signal qui a d'abord été observé ici à Livingston en Louisiane, et 10 millisecondes plus tard, un signal similaire qui a été observé à Hanford dans l'État de Washington. Et donc ce qui a été fait, c'est qu'on a comparé en fait cette variation relative des bras au signal d'onde gravitationnelle émis par tout un tas de corps, par tout un tas de trous noirs de masses différentes, de distances différentes. Il a été établi que ce signal correspondait avec un risque d'erreur d'une chance sur 3,5 millions, je pense, donc c'est 5 sigma essentiellement, que ce signal correspondait à le signal d'onde gravitationnelle émis par la fusion de deux trous noirs de masse 36 masses solaires et 29 masses solaires en un trou noir final de 62 masses solaires. Donc en fait, ce qu'on observe ici, donc ici, ce qu'on voit ici, c'est l'intensité et la fréquence des ondes gravitationnelles qui augmentent au fur et à mesure que les trous noirs se rapprochent. Donc on voit ici l'intensité et la fréquence qui augmentent jusqu'à atteindre un pic au moment où les trous noirs fusionnent et le signal s'évanouit quand on rejoint l'état stationnaire des deux trous noirs qui ont fusionné. Et donc c'est ça qui était observé. Alors ici, donc, je vous ai parlé en fait du fait que les trous noirs émettaient un signe, donc que les ondes gravitationnelles émises par ce trou noir étaient plus proches d'un son que d'une image. Mais en fait, ce qu'on peut faire, c'est convertir en fait ce signal qui a été observé, donc ce signal d'une centaine de hertz, on peut convertir ça en ondes sonores, donc comme si c'était une vibration de l'air qui arrive à notre tympan. Et donc, je vais vous faire écouter ici le bruit de la fusion de deux trous noirs. Donc, ce qu'on va entendre ici, c'est à deux reprises le signal dans la fréquence, dans la bande de fréquence originale, puis ensuite à deux reprises un peu plus donc transposé un peu vers le haut pour que ce soit un peu plus audible. Donc ça donne ceci. Cette fois. Donc ce qui est important, c'est que le claquement qu'on entend, le petit clic à la fin, ce claquement qu'on entend, c'est l'endroit où la fréquence est la plus grande, où l'intensité est la plus grande. Donc c'est ce qu'on appelle un chirp, et ce chirp est en fait caractéristique du moment où les deux trous noirs ont à peine fusionné, et après on n'entend plus l'émission de gravitation. Donc voilà, pour ça, c'est le bruit, c'est le son qui est un peu ridicule comme ça, mais qui traduit un événement qui a eu lieu il y a 1,3 milliard d'années dans une galaxie qui se trouve 1 milliard de fois plus loin que de nous. Alors pourquoi est-ce que cette observation est importante? Alors pour plusieurs raisons. D'abord, c'est la première détection directe d'ondes gravitationnelles. Donc, je vous avais parlé dans les années 70
un prix Nobel avait été attribué pour la détection indirecte, l'observation indirecte d'émissions non gravitationnelles. Ici, c'est la première détection directe, et donc qui confirme en particulier leur existence et la validité de la relativité générale. C'est également la première observation de la fusion de deux trous noirs. C'est un phénomène qu'on n'avait jamais vu. C'est quelque chose qui était prédit par la relativité générale, mais c'est quelque chose qu'on n'avait jamais observé de manière directe. Et c'est aussi l'observation du trou noir stellaire le plus massif, qui est en fait 3 fois plus massif que le premier trou noir observé, Cygnus X1. Et maintenant, de manière plus conceptuelle, cette observation, bon, évidemment, fournit une preuve que la détection d'ondes gravitationnelles est possible, et aussi qu'elle permet d'accéder à des phénomènes auxquels nous étions sourds jusqu'à présent, et ouvre donc la porte pour une nouvelle ère pour l'astronomie observationnelle. Donc pour vous donner de nouveau une analogie, imaginez que vous soyez au bord d'un étang et vous avez les yeux bandés, vous avez un casque sur les oreilles, vous avez un petit rigolo qui balance des cailloux, tout un tas de cailloux dans l'étang. Enfin, si vous n'êtes pas éclaboussé, vous n'avez absolument aucune idée de ce qui se passe. Maintenant imaginez que vous vienne à l'idée de vous pencher et de mettre votre main dans cet étang et de recevoir les vibrations des ondes de ces cailloux qui ont été observés, qui ont été lancés dans l'étang. Ben là, si vous réfléchissez bien, si vous mettez tout ça en équation, et si vous analysez bien la sensation que vous avez sur vos mains, vous allez pouvoir déterminer tout un tas de choses. Vous allez pouvoir déterminer si quelqu'un lance des cailloux, combien de cailloux ont été lancés, le poids de ces cailloux, la composition de ces cailloux, tout un tas de choses, vous allez pouvoir les déterminer, simplement en ouvrant votre corps à un nouveau sens. Les ondes gravitationnelles, c'est un peu ça qui s'est passé. Avant, on était à gauche, et maintenant, on est à droite, on a ouvert notre perception à tout un nouveau sens qui nous permet d'accéder à un tas de phénomènes nouveaux. Voilà pourquoi c'est important. Alors évidemment, au moment où les ondes gravitationnelles ont été émises, ont été détectées donc en septembre 2015, et au moment où le résultat a été annoncé en février 2016, la presse s'est emparée de l'affaire, évidemment, de manière très heureuse, c'est très bien. Et quelque chose qu'on a lu un peu partout, c'est magnifique, la relativité générale est vérifiée, Einstein avait raison. Par exemple, bon, je ne résiste pas à l'envie de vous raconter une petite histoire justement sur ce fait que Einstein avait raison. La question, c'est est-ce qu'il avait vraiment raison? Alors évidemment, Einstein avait raison, j'ai toujours raison. Mais est-ce que c'est vraiment vrai? Alors, une histoire qui est assez marrante à ce propos, c'est que, donc, évidemment, en janvier 1916, Einstein a publié un article dans lequel il jette les bases, donc il avait jeté les bases de la relativité générale un an auparavant, mais où il dit que sa théorie prédit l'existence de solutions ondulatoires des équations d'Einstein, de ces équations, et donc des ondes gravitationnelles existent, et il en calcule sa puissance. Mais finalement, à l'été 1936, il revint un peu sur ces déclarations, et essentiellement, bon, c'est toujours lié au fait de l'interprétation physique qui est parfois compliquée des solutions de la relativité générale, de nouveau lié à cette invariance du difféomorphisme. Et donc il publie un article avec Rosen qui s'appelle Do Gravitational Waves Exist, soumis à Physical Review Letters, et à propos duquel il disait, together, donc avec un jeune collaborateur, je suis arrivé au résultat intéressant que les ondes gravitationnelles n'existent pas, et même si dans un premier temps, on pouvait penser qu'elles existaient en première approximation. Alors, Einstein à l'époque était aux États-Unis, et donc aux États-Unis, comme maintenant en fait d'ailleurs, quand un article est soumis à une revue, il est envoyé à un référé qui doit lire l'article, voir si c'est correct. Mais Einstein n'était pas tout à fait habitué à ce genre de procédure. Et donc, quand ce référé, donc quand l'éditeur de la revue a réécrit Einstein pour lui dire voilà, un référé anonyme vous a mentionné qu'il y avait peut-être, monsieur Einstein, on est désolé, mais une petite erreur dans votre article, est-ce que vous pourriez le revoir? Einstein a répondu cette lettre, donc je vous l'avais réduit en allemand, ça sonne encore plus sympa, mais donc la traduction c'est je ne vous ai pas donné la permission de montrer notre papier à des spécialistes avant qu'il soit publié, et je ne vois de toute façon aucune raison de prendre en compte l'opinion exprimée par le référé, qui est de toute façon incorrecte. Donc, il rétractera son article de Physical Review Letters. Donc, pour ceux qui sont un peu au courant, Physical Review Letters, c'est une des revues les plus prestigieuses aujourd'hui. Et il soumettra son article au fameux Journal of the Franklin Institute, dont personnellement j'ai jamais entendu parler, et en promettant de ne plus jamais soumettre d'article à PRL. Donc, Physical Review Letters. Alors, entre octobre et novembre 1936, Einstein, alors à Princeton, réalise avec l'aide de Robertson, qui est aussi à Princeton et qui en fait s'avéra être le référé,
que son raisonnement est faux. Donc en discutant avec Robertson, évidemment, il réalise qu'il avait tort, il corrige son article et le resoumet au journal de Franklin Institute, hein, fameux. Et voilà, donc à ce moment-là, sera accepté et il tiendra néanmoins sa promesse et ne soumettra plus jamais d'article à Physical Review Letters. Pour la petite histoire, je vous laisse deviner dans quelle revue a été publiée la première observation d'ondes gravitationnelles. Voilà. Voilà, donc j'aimerais bien conclure donc, cet exposé en revenant un peu sur l'attribution de ce prix Nobel de physique, parce que c'est une jolie histoire et qu'il y a peut-être certains enseignements à en tirer. Donc, le prix Nobel donc, a été attribué à 3 personnes, donc Rainer Weiss, Barry Barish et Kip Thorne. Donc, Barry Barish, c'est la personne qui, dans les années 90, en fait, a été le responsable logistique du projet. C'est lui qui a en fait transformé LIGO en un projet qui impliquait une quarantaine de scientifiques et 2 institutions, en un projet de Big Science qui impliquait 1200 scientifiques et environ 18 pays. Il avait une grande expérience une grande expérience dans les expériences de Big Science, notamment il avait été responsable du Superconducting Collider, donc l'équivalent américain du LHC qui avait été annulé par le Congrès américain en 1993. Donc ça c'est une des raisons pour laquelle il a eu le prix Nobel. Donc ensuite il y a eu Kip Thorne. Donc Kip Thorne, vous en avez probablement peut-être entendu parler. Donc Kip Thorne, c'est un relativiste extrêmement célèbre et renommé, qui est professeur à Caltech, qui a écrit donc un livre de référence sur la relativité générale, collaborateur de Stephen Hawking, spécialiste des trous noirs, des trous de verre, un excellent communicateur. Je vous recommande vivement ces livres de vulgarisation scientifique qui sont vraiment très très bons. Et aussi pour ceux qui ont vu le film Interstellar, ben c'est lui qui est à l'origine en fait à la genèse du film hollywoodien Interstellar. Donc il y a eu 2. Alors, ensuite, il y a Rainer Weiss, donc sur lequel je vais revenir un peu plus en détail. Ce Rainer Weiss, c'est une histoire vraiment qui est très, très, très intéressante. Alors Rainer Weiss, beaucoup de gens en fait le comparent vraiment à Galilée. Et encore, Kip Thorne dit lui-même que comparer Rainer Weiss à Galilée, c'est même pas lui rendre justice, parce que Galilée, tout ce qu'il a fait, c'est améliorer le télescope et pointer sur le ciel, alors que Weiss est vraiment le père intellectuel et spirituel, si on veut, de LIGO. Alors évidemment, quand vous dites ça, apparemment, quand vous dites ça à Rainer Weiss, quand on compare à Einstein ou à Galilée, il se met les mains sur les oreilles, il fait blablabla, je n'entends rien. Et il rappelle juste qu'en fait, LIGO, c'est un projet collectif. Et d'ailleurs, apparemment, il a promis de partager le prize money de LIGO avec toute l'équipe. Mais je ne sais pas s'il l'a déjà fait, par contre. Enfin, soit. Donc Rainer Weiss. Donc Rainer Weiss, c'est intéressant. Donc Rainer Weiss est né en fait en 1932 à Berlin. Et puis, quand les nazis sont arrivés au pouvoir, donc il était le fils d'une famille juive très riche à Berlin. Quand les nazis sont arrivés au pouvoir, il a fui l'Allemagne et la Tchécoslovaquie. Il arrive à New York en 1939. Alors quand il était... Donc, comme vous l'avez vu, la détection des ondes gravitationnelles, c'est quelque chose qui nécessite une mesure très très précise et aussi qui permet d'éliminer tout bruit de fond du signal. Alors quand Weiss était enfant, il était obsédé en fait par un autre type de bruit de fond. Il était obsédé par le bruit de fond de l'aiguille de son pick-up sur les disques. Alors c'est quelque chose qui le rendait vraiment dingue, et en fait, quand il avait 12 ans, il travaillait en fait, il travaillait à élaborer des systèmes Wi-Fi, pardon, pas Wi-Fi, super révolutionnaire, des systèmes Wi-Fi avec le moins de bruit de fond possible. Et en fait, il était tellement bon à ça que quand il avait 16 ans, les amis de ses parents faisaient la file chez lui pour acheter ses installations audio. Ses amis de ses parents trouvaient ça super, ils trouvaient que le son était cristallin, mais lui, tout ce qu'il entendait, c'était le craquement de cette aiguille sur le disque. Ça le rendait fou. Donc il travaillait à ça, il travaillait pour essayer de faire partir ce bruit de fond. Alors évidemment, comme il passait beaucoup de temps à parcourir la ville, à essayer de trouver des pièces pour réparer ses pick-up, il passait pas beaucoup de temps à l'école, il préférait passer son temps dans les bibliothèques et lire des livres, donc il n'était pas très très bon à l'école. Mais malgré ça, un de ses profs s'est quand même rendu compte qu'il était assez ingénieux et assez brillant. Il lui a conseillé d'aller au MIT, donc à Boston. Et donc finalement, il s'est inscrit au MIT d'abord dans les études d'ingénieur en électronique, mais il trouvait que il y a un peu trop de bazar, il y a un peu trop d'équipement. Donc finalement, il s'est réorienté vers la physique. Donc super, il rentre à la physique. Il rentre en première année en physique, et puis dans ses premiers mois de physique, un jour il rencontre une fille sur un ferry au cours d'un trip à Nantucket, et il plaque tout. Il va à Chicago, il va faire des cours de danse, de piano et de danse irlandaise à Chicago.
Voilà. Donc du coup, d'après ses propres termes, cette histoire-là, c'est un fiasco complet. Il a été plaqué par la fille, il est revenu pour passer ses examens, il a complètement raté, il a abandonné. Donc voilà, donc ça commençait pas très bien. Puis finalement, au milieu des années 50, fin des années 50, alors qu'il se baladait sur le campus de MIT, un peu dans les couloirs, un peu au hasard, il passe par un labo et il entend une espèce de dispute entre des techniciens et des physiciens expérimentaux qui avaient l'air de bricoler quelque chose qui ressemblait un peu à une torpille, ou ils essaient de câbler une torpille. Donc il passe par là et il propose son aide, hein, parce qu'il était assez bon en électronique, il propose son aide, et en 2 coups de cuillère à peau, il se fait engager comme technicien à plein temps par le labo. Ok, donc le labo à ce moment-là était sous la direction d'un physicien influent qui s'appelle Gerald Zakaria, et qui assez rapidement se rend compte que ses capacités intellectuelles et sa curiosité sont vraiment hors du commun, et lui propose de faire une thèse. Donc le sujet de sa thèse était essentiellement de concevoir une horloge atomique pour vérifier certains aspects de la relativité générale. Donc finalement cet aspect-là sera vérifié par le grand rival de toujours du MIT, donc à Harvard, par Pond et Repka, mais bon, c'était ça l'idée de concevoir une horloge atomique pour mesurer l'effet de la dilatation gravitationnelle, enfin le redshift gravitationnel. Donc il finit sa thèse finalement en 1962, après il fait un postdoc à Princeton, je crois qu'il revient en 1964 comme prof au MIT. Alors la première année où il était engagé comme prof au MIT, on lui a demandé de donner le cours de relativité générale, mais juste pour un an, parce que bon, ils avaient vraiment besoin de quelqu'un, mais juste pour un an, le temps de trouver quelqu'un de plus compétent en plus, parce que lui finalement c'était qu'un expérimentateur, le pauvre. Mais cette année-là, il lui a suffi que pour engager ses étudiants et leur suggérer de voir s'il était possible de détecter les ondes gravitationnelles. Donc il se pose la question et on discute beaucoup avec ses étudiants sous forme de projet de master, des trucs un peu comme on fait maintenant. Et voilà, donc il fait ça, mais évidemment il n'a pas beaucoup de moyens, donc il fait ça un peu sur le côté, un peu avec les moyens du bord. En 1967, il a l'idée en fait d'utiliser l'interférométrie, basée sur les travaux d'autres physiciens, des physiciens soviétiques, Pirani notamment, Pirani, physicien italien je pense. Et donc il a cette idée d'utiliser l'interférométrie. En 1972, il publie un article dans le bulletin du MIT où il jette en fait les bases du futur LIGO. En 1974, il fait une demande de financement à la NSF pour réaliser un prototype de quelques mètres de long, mais sa demande est rejetée. Ensuite, il continue à travailler tout seul. En gros, il construit dans son jardin un premier interféromètre avec ses moyens, un interféromètre qui fait genre de l'ordre de, je sais pas, quelques mètres de long. Alors, en 1975, il y a une rencontre déterminante avec Kip Thorne. Donc, en 1975, Weiss et Thorne font tous les deux partie d'un comité de la NASA qui se rejoint à Washington, enfin, qui se réunit à Washington pour déterminer le futur de l'astronomie et de la cosmologie. Alors Kip Thorne à ce moment-là, c'était un jeune prof, il venait d'être prof à Caltech, et le truc c'est que Kip Thorne il avait oublié de réserver une chambre d'hôtel en fait. Et donc finalement Kip Thorne et Weiss se retrouvent à partager la même chambre d'hôtel à Washington. Ce qui est intéressant, c'est qu'à l'époque, Kip Thorne avait déjà écrit un ouvrage de référence dans lequel il parlait des ondes gravitationnelles et dans lequel il prouvait qu'il était en fait impossible d'utiliser l'interférométrie laser pour observer les ondes gravitationnelles. Donc là, il passe la nuit dans la chambre à deux, et Rainer Weiss convainc Kip Thorne qu'il avait tort. Alors là, ils rentrent tous les deux chacun de leur côté, Kip Thorne à Caltech et Weiss au MIT, ils sont tous les deux convaincus que c'est ça qu'il faut faire, ils sont tous les deux convaincus qu'il faut essayer de construire le premier prototype d'onde gravitationnelle. Donc ils continuent à y travailler, mais Weiss savait déjà à l'époque que construire un petit prototype de quelques mètres de long ne serait pas suffisant. Et lui, donc Weiss a continué à rêver, à travailler sur donc le Big One, donc vraiment le truc long, en fait pas le Big One, mais les Big One, parce qu'il était déjà conscient que c'est pas un détecteur qu'il faudrait, mais deux détecteurs. En 1980, Weiss et Thorne réalisent qu'en fait ils doivent absolument joindre leurs efforts pour arriver à ce Big One, donc à ce projet. Et ils établissent les premiers plans et un budget pour le dispositif complet, cette fois-ci de plusieurs kilomètres. Donc ce qu'on appelle le Blue Book qui a été publié en 1983. Là les choses s'enchaînent, la NSF décide de subventionner le projet pour peu que le MIT et Caltech s'associent. À ce moment-là, il y a une espèce de révolte en fait, des astronomes contre LIGO. En fait, les astronomes donc, traditionnels, mainstream, étaient en fait, certains d'entre eux étaient assez hostiles en fait, au projet LIGO, parce qu'ils avaient peur que ce nouveau type d'astronomie siphonne les fonds d'un nouveau type d'astronomie, donc ils avaient un peu peur de la concurrence, d'une certaine manière. De sorte que c'est juste, ce n'est qu'en 1990 que la construction de LIGO a été approuvée pour un budget, finalement un budget total de 1 milliard sur 20 ans pour le design, la construction et le coût des opérations. Et c'est à ce moment-là que Barry Barish, donc le troisième récipiendaire, est nommé pour coordonner l'ensemble.
1994-2000, donc 8 ans de construction. Ensuite, entre 2002 et 2015, il y a eu tout un tas d'observations qui n'ont mené à rien. Évidemment, 13 ans d'observations n'ont mené à rien. LIGO a été amélioré, on a augmenté la sensibilité. En 2008, on a lancé Advanced LIGO, donc qui a augmenté la sensibilité, le matériel et le logiciel de LIGO. Et au moment où Advanced LIGO a été lancé, quelques jours après, le 14 septembre 2015 à 2h50 du matin, la première observation a eu lieu à Livingston, la première signal non gravitationnel de l'histoire de l'humanité. Le lendemain matin, Wade s'est réveillé, je crois qu'il était pas en Nouvelle-Angleterre en train de passer un week-end, et évidemment il n'y croyait pas, il se serait exclamé « Holy mackerel !» Et donc voilà, et donc ce jour-là, en fait, on peut dire que le travail de toute une vie, c'est d'une certaine manière concrétisé. Alors, quelle est la leçon qu'on peut tirer de toute cette expérience? Alors, quelle est la moralité de cette histoire? Évidemment, la moralité, c'est évidemment pas qu'il faut quitter l'école pour une fille et ce serait trop simple. Bon, la moralité la leçon qu'on peut tirer de cette histoire, c'est que en fait, il y a 40 ans, les astronomes mainstream se moquaient bien de Weiss. En fait, ils se moquaient un peu de ce fol espoir qu'il avait d'observer les ondes gravitationnelles en disant que ce serait impossible. On peut en fait un peu comparer ça, si vous voulez, à Planck qui disait à Einstein, ne le fais pas, de toute façon, tu n'y arriveras jamais et personne ne te croira. En fait, la moralité qu'on peut un peu tirer, c'est que, d'une certaine manière, c'est un peu comme un conseil que mes parents m'ont toujours donné, c'est que la confiance en soi et la persévérance peuvent mener en fait à des résultats dont on commence en fait à peine à percevoir les conséquences. Voilà, donc je vous remercie pour votre attention et voilà. Vous avez des questions? Oui. J'ai peut-être 3 questions. Oui, Alors, la première, c'est le fait que j'étais assez surpris du fait que le bruit est très très bref. Parce que je suppose que c'est une sorte de direct quelque part avec l'interprétation du bruit. La fusion de deux trous noirs est très très brève. Oui, tout à fait. Vous avez commenté là-dessus également. La deuxième chose, c'est que je suppose que même si les deux détecteurs sont distants, on ne sait pas mesurer exactement d'où provient ce bruit, ou bien oui, et comment. Et la troisième question, c'est qu'en est-il quelles seraient les perspectives, et notamment vis-à-vis de ce projet dont on parle ici en Belgique, au niveau des 3 frontières? Alors, donc la première question, c'est est-ce que ce bruit est très bref? En fait, ce que vous avez entendu là, c'est essentiellement le signal en temps réel. Donc la fusion de trous noirs, c'est quelque chose qui est extrêmement rapide. Donc il y a d'autres signaux qui étaient observés par LIGO, c'est la fusion d'étoiles à neutrons. Ça, c'est quelque chose qui est beaucoup plus lent en fait. Si vous regardez le signal, j'ai peut-être la vidéo ici, c'est quelque chose qui est beaucoup plus progressif, beaucoup plus lent et beaucoup moins abrupt si vous voulez. Et la fusion des trous noirs, ça c'est juste le phénomène qui est comme ça. L'émission des ondes gravitationnelles se produit essentiellement sur la fin du processus. Donc ça c'est cette chose-là. Donc les trous noirs, bon, ça a l'air que tout d'un coup maintenant on a trouvé les détecteurs. Et donc on peut, est-ce que c'est quelque chose d'exceptionnel, quelque chose auquel on peut s'attendre d'avoir ça, qui à quelle fréquence? Donc, alors si je ne me trompe pas, je crois que j'ai un slide, donc les événements qui ont été observés, donc ça c'est les 6 événements de fusion de trous noirs qui ont été observés depuis donc, le 15 septembre 2016. Donc il y a 5 ou 6 événements, il y a un événement qui est peut-être statistiquement pas pertinent. Donc il y a 6 événements qui ont été observés. Maintenant, après la première observation, Weiss disait lui-même, mais on s'attend à en voir un tous les mois. Donc on en voit un peu moins, effectivement, pour l'instant, mais on peut s'attendre à en voir. Donc là, depuis 2 ans et demi, on a vu 6 événements. C'est essentiellement la fréquence qu'on a atteinte. Oui. Donc la question, savoir d'où vient le signal. Alors, en fait...
la manière dont les signaux sont détectés aux deux endroits, ça permet en fait de déterminer où le signal a été émis dans l'espace. Donc en fait, pour vous donner un exemple, donc il y a la fusion d'étoiles à neutrons qui a été observée. Okay. En fait, donc j'ai parlé de l'observateur LIGO, mais il y a un autre observateur qui est situé en Italie qui s'appelle Virgo. Okay. Donc, l'observateur Virgo, il était fonctionnel quand la fusion d'étoiles à neutrons a été observée. Donc, ce signal de fusion d'étoiles à neutrons, il a été observé par les deux détecteurs de LIGO, mais rien n'a été vu par Virgo. Or, s'il y a eu une fusion d'étoiles à neutrons, le signal a dû être émis. Alors, ce qui se passe, la raison pour laquelle ça n'a pas été observé par Virgo, c'est qu'en fait, les détecteurs, ils ont des blind spots. C'est-à-dire qu'il y a des angles d'attaque de ces détecteurs pour lesquels, en fait, il n'y a pas de détection qui va être faite. Mais le fait qu'on n'ait rien vu sur Virgo, ça a permis de localiser l'événement dans un des blind spots de Virgo. Et ça a aussi permis de raffiner en fait l'endroit dans le ciel où cet événement a eu lieu. Est-ce qu'on arrive à voir l'origine, les restes de la collision ou de la fusion? Alors, du trou noir, on voit... Non, parce qu'en fait, maintenant... Donc un système qui est statique n'émet pas d'ondes gravitationnelles. Donc en fait, maintenant, il n'y a plus d'ondes gravitationnelles qui sont émises de ce trou noir, et il émet rien d'autre. C'est un trou noir, il n'émet pas de lumière. Donc maintenant, vous pouvez pointer un télescope, bon, déjà c'est extrêmement loin, et vous ne verrez rien en fait. Donc en fait, ces genres de systèmes-là, on peut les voir quand ils sont actifs, on peut les voir au cours du processus de formation, mais une fois qu'il est formé, c'est trop tard. Simplement parce qu'il n'y a pas d'ondes gravitationnelles qui sont émises par un corps qui est pas en rotation. Et alors la troisième question c'était... Donc c'est quoi, je ne sais pas au courant. Il parle de faire un projet de détection comme ceci, entre l'Allemagne et la... Ah oui, donc ça c'est le... C'est quoi? C'est pas le Einstein télescope. Donc il y en a plusieurs. Donc il y a Virgo en Italie, il y a Kagra au Japon, il y a ELISA dans l'espace qui va mesurer des fréquences beaucoup plus grandes. Et alors effectivement, mais ça je ne sais pas exactement l'Einstein télescope où ça en est. C'est un projet. Mais ça sera pour nous, ça c'est après 2020. Écoutez, un mot, il est en cours de discussion entre des groupes belges et néerlandais et allemands. Il devrait se trouver quelque part à l'endroit où les trois pays se rejoignent. On ne sait pas quoi mais je ne sais pas du tout où ça en est, mais c'est clair, je sais qu'il y a une réunion encore de ces groupes il y a une ou 2 semaines. Une petite question de détail. J'ai été interpellé par un chiffre que vous avez montré et qui n'est pas en rapport direct d'ailleurs avec le sujet, mais c'est la dimension du déplacement du tympan nécessaire pour qu'on perçoive un son. Et vous avez mis 10 moins 2 fois 10 moins 11 centimètres. Ça fait beaucoup moins que la taille. Ah oui, non, pardon, c'est n'importe quoi. C'est moins. Oui, non, c'est n'importe quoi. Oui, effectivement, c'est. Parce que ça fait beaucoup moins que la taille. Non, pardon. D'accord, je vais changer ça. C'est un point de détail. L'autre chose qui, moi, m'excite vraiment mon intérêt, c'est que, bon, en principe, on est limité au point de vue observationnel à la période du découplage. Hein, c'est-à-dire 300 000 ans après le début de l'univers, puisque l'univers est devenu transparent à cette époque-là. Donc, ce qui s'est passé avant, on ne peut pas le voir, mais voir, c'est entre guillemets, hein, il faut bien se comprendre. Alors je crois que l'intérêt des ondes gravitationnelles, c'est qu'elles permettront de passer derrière ce rideau. Tout à fait. Donc en fait, effectivement, donc, par exemple à la période de l'inflation, il y a les ondes gravitationnelles primordiales qui auraient été émises et qui ont une certaine propriété de polarisation en fait, et qu'on pourrait effectivement mesurer. Mais non, leur fréquence est beaucoup plus... C'est quoi, c'est grand ou faible? La fréquence est beaucoup plus petite en fait. C'est ça, en fait leur fréquence est beaucoup plus faible. C'est de l'ordre de 10 exposants. Ici j'ai un petit dessin, donc c'est 10 exposants moins, j'arrive pas à lire, mais c'est 10 exposants moins 25 Hz.
10 exposants moins 25. Moins 25. Donc ici, j'arrive à lire le truc pour élever. Ah non, pardon. Donc c'est 10 exposants moins 16 Hz. Oui, c'est tout de même. Donc en fait, ce que j'ai dessiné ici, donc ça en fait c'est intéressant parce que ça c'est le spectre donc gravitationnel. Donc, ouais bon attendez, je reprends ce truc. Pardon. Donc de la même manière que le spectre, bon, excusez-moi, voilà. Donc de la même manière évidemment que le spectre électromagnétique à différentes fréquences, on a le spectre visible qui est vachement limité, je sais pas, entre 400 et 700 nanomètres. Le spectre visible est là et donc on a appris à avoir accès aux autres fréquences avec des télescopes rayons X, etc., gamma. Ici, pour le spectre gravitationnel, pour l'instant on se trouve juste ici en fait. LIGO et Virgo, donc c'est des signaux qui ont une fréquence de 100 Hz. On arrive à les mesurer avec LIGO, Virgo et avec peut-être d'autres trucs. Il y a d'autres expériences qui vont essayer d'accéder en fait à l'entièreté du spectre gravitationnel. Et ce que vous mentionnez ici, c'est effectivement 10 exposants moins 16 Hz, qui est la fréquence des ondes gravitationnelles primordiales qui aurait été émise juste après l'inflation. En fait. Ça fait 300 millions d'années, Oui. Donc ça, je ne sais pas effectivement quel genre de... Ici j'ai un truc, c'est Inflation Probe NASA, mais je ne sais pas exactement quel genre de... Donc voilà, donc effectivement, ce qu'il y a, c'est que les ondes gravitationnelles, le mur, en fait, les ondes gravitationnelles nous permettent de remonter bien avant 300 000 ans, donc bien avant la combinaison où le CMB a été émis. Donc ça nous permet de voir derrière cette barrière de 300 000 ans. Si vous me permettez d'ajouter juste encore, ça c'est très personnel. Mais je trouve l'occasion est belle pour rappeler la mémoire de celui que j'ai eu comme professeur ici à l'ULB, qui était Jules Géniaud. Et j'étais étudiant dans les années 58. Et Jules Géniaud nous parlait des ondes gravitationnelles dans le cours de relativité générale qu'il nous donnait. Je crois que j'en ai parlé à d'autres gens, etc., qui ont dit que des ondes gravitationnelles, mais qu'est-ce que c'est ça? Et je voulais rendre hommage parce que je crois que la mémoire de Géniaud était un peu trop oubliée dans la maison. Une question sur l'amortissement de ces ondes. Est-ce qu'elles perdent de l'énergie en traversant la matière ou comment ça se passe? Mais il n'y a pas beaucoup. De la même manière, les ondes électromagnétiques sont absorbées et émises. Les ondes gravitationnelles le sont, mais moins, parce que de nouveau l'interaction gravitationnelle est moins intense que l'interaction électromagnétique. Donc, effectivement, elles sont un peu absorbées. Et alors, peut-être si j'ai bien vu, quand vous expliquez la fusion des trous noirs, il y avait une grosse perte de masse. Oui, en fait, effectivement, là, on avait 30 et 20 masses solaires et on fabriquait quelque chose qui avait 47 masses solaires au final. Donc en fait, il y a 3 masses solaires qui sont émises en énergie gravitationnelle. Ah oui, et tout ça part en énergie gravitationnelle. Et c'est ça, en fait, c'est ça cette puissance qui est 50 fois la puissance de toutes les de l'univers au cours de ce flash, en fait, qui a lieu au cours de la fusion. Souvent, on parlait du graviton comme étant une particule qui transmettait la force gravitationnelle. C'est obsolète, ça, maintenant Moi, je crois que j'ai parlé de graviton. Non, on en a parlé. Non, mais tout à fait. Donc, de la même manière que les photons, ce sont les quanta élémentaires du rayonnement électromagnétique. Donc, en fait, de manière quantique, on sait que l'énergie du monde électromagnétique, elle vient en petits paquets, elle n'est pas continue. Plusieurs raisons, par exemple la catastrophe ultraviolette, ce genre de choses-là. De la même manière que les photons constituent les grains élémentaires de la radiation électromagnétique, les gravitons sont les grains élémentaires du rayonnement gravitationnel. Donc c'est pas non, c'est pas du tout obsolète. Enfin, les ondes gravitationnelles sont une manifestation d'un flux de gravitons.
allez voir l'avant-dernière dia avec Einstein et Weiss, parce qu'il y avait un texte qui passait très vite. Ouais, non, parce que j'étais pas sûr, je voulais le mettre en fait. Mais c'est juste, voilà, qu'il faut le suivre, ces idées, qu'il ne faut pas forcément. Voilà, mais j'étais pas. Ah non, c'est bien, il faut. C'est bien. J'assume mes plans. Voilà, je vais laisser. Thank you very much. Il y avait une d'abord là, c'est. Attendez, là, puis là, puis là. Ouais. La première, c'est sur Plus fort. un des chiffres qui est apparu qui m'a perturbé, c'est que. Tympan. Non, c'est plutôt sur les deux trous noirs qui ont fusionné. Parce que le premier avait 29 masses solaires, le second avait 36. Mais au final, ils avaient 62 et pas 65. Du coup, les 3 masses solaires qui restent, c'est passé où? À votre avis? Ouais, donc en fait, il y a eu la rotation du trou. Donc il y a une partie de l'énergie du système qui a été perdue en radiation gravitationnelle. Donc ces 3 masses solaires, vous savez, la masse c'est de l'énergie. Donc ces 3 masses solaires ont été évaporées, emmenées en rayonnement gravitationnel. C'est une bonne question. Et la seconde question que j'ai, c'est parler. Admettons que plus tard, dans des milliards d'années sûrement, notre galaxie à nous, qui s'approche de cet Andromède, à un moment où les deux vont être proches et qui vont commencer à graviter autour de l'autre avant la collision, est-ce qu'ils commenceront déjà à produire des ondes? Et est-ce que ces ondes nous détruirons-nous? C'est ça que je me demande en fait. Donc si votre préoccupation c'est la survie, c'est pas le truc dont vous devez vous inquiéter parce qu'en fait le soleil aura disparu vachement avant. Mais oui, ça va émettre des ondes. Bah, d'ailleurs, en fait, tout émet des ondes. Quand vous sautez sur place, quand vous faites comme ça, vous émettez des ondes gravitationnelles. Pardon? Non, pas aussi puissant que celle-là, mais c'est même pas sûr que la puissance... Parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui est très massif, donc la puissance sera grande, mais d'un autre côté, le rayon, la distance entre les deux sera très très grande. Donc je ne sais pas évaluer comme ça si la puissance sera par exemple plus grande que la puissance émise par le pulsar binaire. Je ne suis pas sûr que la puissance sera forcément plus grande. D'un autre côté, voilà, on ne va pas être détruit par les ondes gravitationnelles qu'on émet nous-mêmes. Ouais, je demande à votre française, attends, je suis un peu perdu. Voilà. Voilà. Donc, comment ça vous en faites pas? C'est pas une question, c'est un commentaire peut-être. Alors, j'ai personnellement pas le moindre doute que ce qu'on a observé, c'est la fusion de deux trous noirs. Mais si on veut se mettre sur un plan tout à fait rigoureux de l'observation scientifique, il faudrait dire que ce qu'on a observé, c'est les fusions de deux masses de 39 et 20, avec 3 masses disparues. Et si on voulait avoir la signature du fait que ce sont des trous noirs, c'est la partie que tu as évacuée de ton discours, c'est en fait dans le decay, dans ce qu'on appelle le ring down, c'est là que se trouve la trace et la signature exacte du fait que ce sont des trous noirs. On ne désespère pas d'ailleurs de pouvoir observer, je crois que c'est un élément qui convenait d'être signalé. Mais le ring down, il fait partie du... On ne le voit pas. On ne le voit pas. C'est après le pic. Et oui, c'est ça, mais donc, on ne sait pas l'analyser, on ne le voit pas, on ne sait pas l'analyser. Et c'est là-dedans que je trouve la signature. Analytiquement, donc on le voit là, mais analytiquement, on ne sait pas l'analyser en fait. Non, on ne sait pas extraire le signal du bruit. Donc, par exemple, cette région-ci, donc le ring down, c'est vraiment ce truc-ci, quoi. Oui, c'est ça, oui, là, voilà. Et donc ça, mais ça, tu veux dire, parce que ça, on a observé... Oui, ça, on a observé, mais ça, après, c'est quelque chose qu'on ne sait pas reproduire... Qu'on n'a pas encore réussi à extraire du signal. Et c'est là que se trouve la signature. Parce que quand le trou noir s'est formé, il n'est pas directement statique, il continue encore un peu à vibrer. Et c'est là qu'on a la signature du fait que ça... Je sais plus, ça fait ça. Oui, non, mais... Voilà. Deux commentaires. Le premier, c'est que c'était intéressant de
signaler, votre question est intéressante à propos de la fusion de galaxies. On connaît dans la main Virgo des galaxies elliptiques géantes qui représentent plusieurs dizaines de fois des galaxies comme la nôtre, et dont l'origine est vraisemblablement la fusion de galaxies spirales. Et on peut imaginer un scénario amusant où on détecterait la fusion de deux trous noirs supermassifs au centre des galaxies elliptiques, parce que ça se produit probablement aussi, la fréquence, c'est probablement pas tous les 2 mois. Mais on peut penser là à des événements disons, que tu n'as pas évoqués, parce que c'est probablement beaucoup plus rare, mais ça doit être drôlement spectaculaire. Et mon deuxième commentaire, c'est par rapport à la personne qui a posé la première question, c'est la fusion de 2 étoiles à neutrons que tu n'as pas mentionné, Stéphane, mais qui ouvre justement une nouvelle fenêtre, parce que là, on n'a pas le problème de la présence d'un horizon. Donc en fait, on voit le résultat de la fusion, et ça ouvre une nouvelle fenêtre astronomique, puisque on a pour la première fois, quand je dis on, c'est les astronomes de divers observatoires optiques, ont vu un corps aux propriétés tout à fait inattendues jusqu'ici, puisqu'on a vu en fait l'objet, on a vu la lumière de l'objet qui a été observée aussi par les ondes gravitationnelles, on a vu sa signature lumineuse, et ça ouvre des tas de perspectives astronomiques tout à fait nouvelles. Et juste pour répondre au télescope Einstein, aux 3 frontières, c'est encore au niveau du lobbying européen. Donc il y a une firme de lobbying qui est chargée de recueillir les intentions et de convaincre la Commission européenne que c'est un projet de Big Science à financer pour le futur. On n'est pas plus loin que ça. Effectivement, c'est que j'ai pas mentionné, pardon, c'est surtout par question de temps, j'ai pas parlé de cette fusion d'étoiles à neutrons, mais effectivement, ce qui s'est aussi passé, c'est que le signal a d'abord été observé par des gamma-ray bursts, c'est par les ondes gravitationnelles. Donc d'abord, il y a eu une détection d'ondes gravitationnelles et puis une contrepartie optique, une certaine contrepartie optique. Et puis à ce moment-là, justement, c'est ce que je racontais avec LIGO et Virgo, ça a permis de déterminer avec une précision assez bonne la région du ciel d'où est venu le merger. Et à ce moment-là, quand ça a été déterminé, il y a une 70aine de télescopes qui ont été pointés à cet endroit-là, et on a pu avoir une contrepartie optique en fait, du phénomène dans toute la gamme de fréquences, même dans l'optique en fait. Donc ça c'était aussi un truc... donc ça c'est plus proche du fait que c'est quelque chose qu'on peut observer, qu'on a pu observer en rayonnement électromagnétique, mais avoir les ondes gravitationnelles donnait en fait un autre sens en plus. Donc pour les trous noirs, on était aveugle et puis on les voit. Pour les étoiles à neutrons, on les voyait et on a un autre moyen de les voir avec les ondes gravitationnelles. Et par contre, pour la fusion donc, de trous noirs supermassifs, c'est très intéressant en fait. Et par contre, je ne sais pas la fréquence. Je ne sais pas si ça peut être détecté par des trucs comme LIGO, peut-être par des plus grands détecteurs. Probablement la fréquence sera plus grande en fait. Oh non, je ne pense pas. Je pense que c'est extrêmement rare. Pardon, je veux dire la fréquence du signal des ondes gravitationnelles. Non, donc je ne sais pas, donc évidemment LIGO est illimité, c'est de l'ordre de 100 Hz. Je ne sais pas si ce genre de phénomène, quel genre d'outil pourrait détecter ça, effectivement. Alors, vous avez parlé de différents événements, la fusion des trous noirs, la fusion des étoiles à neutrons. Quels sont les événements que les scientifiques aimeraient bien mesurer avec leur appareil, avec le LIGO? D'autres? Oui. Ah ben, je sais pas, des supernovas. Alors il y a une chose, je pense, qui serait extrêmement intéressante, c'est un système constitué d'une étoile à neutrons et d'un trou noir. C'est un truc qui n'a jamais été observé. On ne sait pas vraiment ce qui se passerait dans ce cas-là. Alors pour des étoiles un peu moins massives et distantes d'une plus grande distance, je ne suis pas sûr que ça pourrait tomber dans la sensibilité de LIGO, par exemple. Pour des naines blancs, ce genre de choses, je ne pense pas que ça puisse être détecté, parce que l'amplitude sera encore plus faible en fait. Donc oui, par exemple, étoile à neutrons et trou noir, ça je pense que c'est quelque chose qui serait que les gens cherchent qui n'a pas encore été observé. Il y a autre chose, donc l'appareil est allumé et on mesure, mais quand
par hasard quand ça arrive. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de prédire avec des observations, des événements qui pourraient arriver et dire tiens, ben, peut-être dans un an il devrait se passer ceci et... Je suis pas sûr, je sais pas si... J'ai pas l'impression... C'est lié à la vitesse de la lumière, c'est la première information sur le phénomène. Oui. Et c'est pas qu'on peut voir un système et puis prédire quand c'est les ondes gravitationnelles après. C'est plutôt les ondes gravitationnelles traduisent le fait que ce phénomène a lieu. On peut prédire pour les pulsars binaires. Ah oui. On connaît le taux de croissance de la diode, donc on peut dire ok, dans X d'années. D'accord, mais on n'observe pas les ondes gravitationnelles du pulsar binaire avec LIGO. Non, la question c'était si on peut prédire les événements suivants, c'est ça? Oui. Il suffit de regarder la statistique des pulsars binaires et de dire ok, celui-là, on va donner son taux de ralentissement ou la Il n'est pas dit que ça fusionne pour les pulsars binaires. Pour le trou noir, ça fusionne, pas pour les pulsars. Oui, il n'est pas dit qu'elle fusionne, ça peut y avoir éjection de matière. Non, mais c'est vrai qu'en principe, on peut se dire, c'est vrai que si on a le pulsar binaire, bah on sait que dans 300 millions d'années, il va fusionner, mais bon. Le but c'est d'avoir un calendrier dans les années à venir. Ouais, effectivement. Je pense que malheureusement, avec les échelles de temps, enfin, nos échelles de temps sont tellement courtes, la vie humaine est tellement courte que la probabilité qu'on tombe sur un événement qu'on puisse observer, enfin, la pulsar binaire qu'on observe et qu'on puisse observer sa fusion, Et parce que ça veut dire qu'on connaît dans nos ordinateurs qui s'appelle ouais. De la galaxie, alors que ici on parle de vitesse dans notre ensemble. Oui, c'est vrai. Donc on ne peut pas les cataloguer, les pulsars binaires dans la galaxie à 5 milliards d'années-lumière. Non, bien sûr, bien sûr. C'est au fait à propos de la technique, l'interférométrie, c'est pas quelque chose de nouveau. Je veux dire, le challenge c'était plutôt la précision, c'est ça? Je veux dire, au 19e siècle aussi, on a utilisé l'interférométrie. Oui, donc bien sûr, pour montrer la constante de la vitesse de la lumière, etc., ça on utilisait déjà l'interférométrie. Ce qu'il fallait, le truc qui n'est pas évident, que je n'ai pas traduit là, c'est qu'effectivement, c'est pas tout à fait clair que l'interférométrie puisse mesurer de telles variations infimes. C'est peut-être voilà parce qu'on utilise la lumière cohérente, etc., avec une longueur donc très bien déterminée. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut déterminer, c'est quelque chose qui n'est pas du tout évident que ça pouvait marcher. D'ailleurs, des gens se sont trompés, Kip Thorne lui-même s'est trompé en disant ça ne peut pas marcher. N'étant pas physicien, je vais reprendre une autre analogie avec le monsieur qui met donc sa main dans... Ouais. Alors je me dis que ce monsieur, il met sa main, mais il ne sait pas du tout quelle est l'intensité de la personne qui émet l'onde. Il y a l'onde se propage, donc on ne connaît pas la distance non plus. Donc, il y a un tas de choses. Alors tout simplement, ce monsieur peut dire oui, je ressens une onde, mais c'est faire aucune mesure, ni de... Enfin, pour les trous noirs, ni la masse des trous noirs, on ne sait pas où ils sont, et on ne connaît pas leur masse. Alors, donc c'est pas comme ça, avec LIGO en fait c'est pas comme ça que ça fonctionne. LIGO ne peut pas, donc c'est une très bonne question parce qu'en fait LIGO ne peut pas observer quelque chose qu'ils ne connaissent pas. Pourquoi? Parce que LIGO, tout ce qu'ils ont, c'est des milliers et des milliers de templates. Donc ils ont des milliers de modèles calculés avec des modèles avancés de relativité générale pour dire c'est la fusion de deux trous noirs de telle masse ou telle masse, qui sont à telle distance, qui sont à telle avec telle orientation sur le ciel et telle vitesse de rotation, etc. Donc ils ont des milliers et des milliers de modèles et de templates qui doivent, donc de la manière dont l'outil vibrerait si c'est telle chose qu'ils avaient observé. Et ce qu'ils font, c'est une analyse statistique. Donc en fait, ils corrèlent ce qu'ils observent vraiment avec les centaines de milliers de modèles qu'ils ont. Et ils font une analyse statistique pour dire, voilà, avec une précision de autant de sigma, avec autant de... Alors la question c'est, quelle est la probabilité que ce que j'ai observé corresponde à un des modèles que j'ai mis dans mon ordinateur? Et par exemple dans ce cas-là, donc je disais c'était genre, il y a une chance sur 3,5 millions que ce soit dû par hasard au même signal. Donc voilà, ça, bon, statistiquement on peut accepter qu'en fait le signal observé soit bien dû au phénomène qu'on a mis qu'on a nourri
dans notre ordinateur. Et donc LIGO fait ça en fait, il compare ce qu'il observe à des choses qu'il connaît. C'est pour ça que je dis qu'on ne va pas observer un phénomène complètement dingue auquel on n'a pas pensé. Les modèles disent, oui, voilà, c'est très différent d'une fusion de deux trous noirs, d'une fusion de deux autres choses, mais on n'est pas suffisamment précis que pour dire, on fait un modèle pour un trou noir qui se trouve à telle distance. Ah si, tout ça est mis dedans. Donc la distance, les masses, tous les paramètres, donc il y a, je sais pas, une centaine de paramètres qui sont mis là-dedans. Tous ces paramètres sont mis dedans. Ouais. Et là, pour une étoile à neutrons, c'est plus compliqué, parce qu'une étoile à neutrons, c'est un objet qui est beaucoup plus complexe qu'un trou noir. Un trou noir, c'est essentiellement c'est une coquille vide, si vous voulez, d'une certaine manière. Une étoile à neutrons, il y a plein de trucs. On ne connaît pas bien la composition des étoiles à neutrons, il y a des champs magnétiques, il y a tout un tas de bazar très compliqué. Les étoiles à neutrons, c'est beaucoup plus compliqué à modéliser en fait qu'un trou noir finalement. Ouais. Est-ce qu'on ne pourrait pas augmenter la sensibilité des interféromètres en les satellisant? Alors effectivement, ça c'est quelque chose qu'ils ont fait. En fait, il y a une version d'interféromètre qui s'appelle ELISA, et qui est un truc en fait comme ça, c'est comme LIGO, mais au lieu d'avoir des bras de 4 km, les bras font des millions de kilomètres de long. Parce qu'en fait, ils ont simplement des satellites qui sont dans l'espace et qui envoient des rayons sur des millions de kilomètres en fait. Et ça, c'est effectivement, c'est un truc qui est... Je ne sais pas si ça fonctionne déjà. Non, ça ne fonctionne pas encore. ELISA. Donc c'est un projet. Et ça va permettre d'atteindre, de toucher en fait des fréquences différentes. Donc ça va permettre d'accéder à des fréquences différentes, des fréquences plus basses. Et donc, LIGO passerait alors à côté de phénomènes qui n'ont pas été pensés à l'avance. Ouais. Ah, c'est ma compréhension en tout cas. Ouais. Je pense pas qu'ils peuvent détecter quelque chose auquel personne n'a pensé. Pas tout à fait. Pour rebondir sur le point précédent, ce qu'on voit là en haut, c'est ce qui a été détecté et en bas, c'est le modèle. C'est ça alors, oui. Et alors, on a extrait le modèle de ce qui a été détecté. D'accord. Ah, d'accord. Très bien.